évoqué. Tu es romancier, réalisateur, scénariste. Je vais pas faire toute ta bio, sinon en fait l'heure que tu passes avec nous va être va être prise. Et ça c'est pas trop le but. Les plus grands, bah, on le disait, on fait appel à ton imaginaire de Delon à Spielberg en 6 romans plus un recueil auquel tu as participé. Regardez le noir si je ne me trompe pas, mais je pense que je ne me trompe pas. Tu t'es imposé comme une référence du trailer. On va comprendre pourquoi, on va en parler. Et puis, ça s'est plutôt pas mal passé avec tes 6 romans, hein, puisque celui dont le nom n'est plus, bah, il a reçu le prix Cognac du polar francophone, et ça, croyez-moi, ça change la vie de quelqu'un. Pour Apocryphe, le prix polar Les Petits mots des libraires, et ça aussi, c'est plutôt pas mal. Pour le roman À vif, Grand Prix Iris Noir Bruxelles 2021, à Bruxelles avec les amis de l'Iris, que vous connaissez bien ici. Et puis, le prix de l'Embouchure 2022, ça ne s'arrête plus. On espère le même trajet pour Du Fond des Âges, hein, du coup. Merci beaucoup d'être avec nous sur Twitch ce soir. J'ai une première question, elle est essentielle. Est-ce que tu as une grande armoire pour tous ces trophées? En fait, j'ai 4 garçons et ils ont déjà mis la main sur chacun, tu vois. Donc, l'héritage, je ne sais pas s'il y en aura un, mais en tout cas, les prix sont déjà répartis, tu vois. Donc, il faut que j'arrête parce qu'après, je sais plus quoi en faire, tu vois. C'est ça, mais écoute, je dirais que c'est un problème de luxe, mais en tout cas, merci beaucoup d'être avec nous. Les messages dans les chats, je ne sais pas si tu les vois, mais donc, en gros, tout le monde te remercie d'être là, et moi le premier. Plus sérieusement, on va pas parler de tes armoires, hein. On va plutôt parler de ton dernier roman Du Fond des Âges. Je vous ai mis la couverture, c'est chez Kalman Levy. Avant ça, est-ce que tu veux déjà répondre à la question de Gilles sur Bah oui, un comme premier ça, film? Comme ça, il nous entend, il va pouvoir... comme ça, il peut aller se coucher, surtout, hein, Gilles. Ah non, il est obligé de rester. Moi, Il est j'enferme les obligé gens. de rester, ah là là, putain. En Alors, fait, on va faire c'était du quoi? Alors, teasing. redis-moi la question. Je l'ai entendu, c'est par rapport au passage, hein, À c'est ça, c'est quoi? ton premier film, boum, Ouais. Alain Delon. Comment on Oui, fait bah ça? écoute, comment on fait ça? C'est déjà, j'avais 25 ans à l'époque, tu vois. Donc, quand on parlait du coiffeur, à l'époque, j'en avais. Dis-moi, j'avais un coiffeur à l'époque. Et bon, bah, plus maintenant. Et donc, d'ailleurs, j'avais même les cheveux longs. Tu vois, j'étais comme un hippie, quoi. Et j'avais fait le pari, parce que si j'arrivais à décrocher Alain Delon, je me coupais les cheveux. Et d'ailleurs, un jour, il m'a surpris, le premier jour de tournage, sur le plateau, c'était sur la plage, on commençait par la fin, ce qui n'était jamais vraiment très simple. Et je répartissais mes cheveux, tu vois, et il me dit, mais qu'est-ce que vous faites? Je lui dis, bah, je lui explique, j'avais fait un pari. Si vous disiez oui, ben, je me coupais les cheveux. Donc, tous mes amis sont au courant. Donc, voilà. Ça a commencé comme ça. Ouais, ouais. Non, écoute, j'avais fait un scénario, hein, c'est toujours pareil, hein, qui avait l'air, en fait... la première chose qu'il m'a dit, c'est « J'ai beaucoup aimé votre roman ». Parce qu'en fait, c'était pas un scénario, je savais pas écrire les scénarios. Et récemment, en rangeant des boîtes, j'ai trouvé le scénario du passage dans un carton. J'ai regardé, parce que je me souvenais plus du tout. Et en fait, c'est écrit à l'imparfait, tu vois. Je veux dire, c'est lyrique, c'est machin. Donc, c'est une espèce d'hybride entre une pièce de théâtre pour les dialogues et un roman pour la description. Parce qu'un scénario, il n'y a pas de lyrisme. Il se lève, il va à la porte, il ouvre la fenêtre, tu vois, c'est factuel. Alors là, d'un coup, c'était pas factuel, c'était lyrique. Et on va en parler aussi de cette volonté depuis toujours, hein, d'écrire des romans, même si t'as pas commencé par là. Il y avait toujours cette idée dans un coin de la tête, je pense. C'est ce que j'ai cru lire ici ou là. Mais en cinéma, bah, tout le monde se souvient de films comme 3615, Code, Père Noël. Ouais. Le Chronique du Polar nous dit « J'ai regardé en boucle quand j'étais minot ». C'est quand même un parcours exceptionnel, que ce soit dans le cinéma ou dans les livres. On en parlait il y a 2 secondes. Mais oui, tu as frappé fort tout de suite. Avec des cheveux au début. Ouais. Ou grâce aux cheveux. Ou grâce. Casquette déjà à l'époque. C'est comme sens. Non, j'avais pas de casquette. Maintenant, je mets une casquette parce que tu sais, les gens ne savent pas. Les gens qui ont des cheveux ne savent pas, mais quand on en a plus, il fait froid, quoi. Donc il faut se couvrir. Donc là, à la maison, ça va. Il fait chaud, je suis tranquille. Si tu es bien dans la boîte, alors tout va bien. Je te propose qu'on commence cette petite soirée avec toi par ce qu'on fait d'habitude, et je peux
je peux pas m'en empêcher. Ça va être un plaisir de te soumettre le portrait chinois littéraire que le monde entier nous envie. Le monde entier. Ah, Et au passage, ouais. bonsoir à tout le monde, Isaac Obouk, à Anya Liseuse, toutes les personnes qui nous rejoignent, très nombreux, ça me fait plaisir. Bienvenue. On va passer encore un bon bout de temps dans cette soirée avec René Manzor. Mais Cher attention, parce que René, dans ma boîte, j'ai pas beaucoup de place. Donc, je sais pas combien il y a de personnes, mais tu vois, on est, on va voilà, devoir on est refaire des allé. cookies, ça c'est Ouais. sûr. On est un peu à... Ils sont virtuels, mon budget est assez illimité sur les cookies virtuels. Si tu étais un livre de chevet, lequel choisirais-tu et pourquoi en quelques mots? Seul le silence de Roger et Laurie. C'est un livre un roman qui est toujours sur ma table de chevet, en fait. J'ai d'ailleurs essayé de l'adapter avec Roger. On a essayé d'en faire une série parce que c'est une histoire formidable. Et on a toujours ce projet, d'ailleurs, on attend juste les sous. Mhm. Comme tous les projets un peu ambitieux, eh ben, c'est toujours difficile de réunir les sous. C'est souvent comme ça, effectivement. Je note ta question, Koudi Woody. Très bonne question. Et puis, on va se faire évidemment le plaisir de regarder la bande-annonce, et donc on en parle juste après. Si tu étais un format, dans tous ceux qui peuvent exister, par exemple poche, grand format, e-book, audio, autre, lequel Euh, serais-tu? Scope. Ça t'embête, hein, ça répond pas à tes questions, mais Non, il n'y c'est a pas de... Scope. Aucun problème. Tu veux dire Euh, pourquoi en un mot? Cinémascope, bah, parce Oui. que c'est un peu, si tu veux, le principe du grand écran au cinéma. Donc, Mhm. voilà, Cinémascope. Ça me va très très bien. Tu ne m'embêtes jamais, tu sais, avec tes réponses. Si tu étais une maison d'édition, laquelle choisirais-tu et pourquoi? Calman Levy. Le tocard. Calman Levy, parce que c'est mon éditeur maintenant depuis. J'ai commencé chez Kero, mais toujours avec la même équipe, Philippe Robinet et Caroline Despé. Et quand Philippe est devenu, Philippe qui était président de Kero, qui avait fondé Kero, quand il est devenu président de Calman, eh bien, il m'a dit, mais René, tu sais quoi, ce que tu fais, c'est vraiment tellement dans la couleur de Calman. Tu es sûr que tu veux rester chez Kero? Je dis, bah écoute, moi je vais là où tu es, hein. Donc il était Calman, donc j'étais Calman avec Caroline Despé. On suit les gens. C'est une Moi des je suis fidèle. caractéristiques. Je suis Mhm. fidèle en amitié et on est en ennemitié. Comment on dit ça? Inimitié en fait. Ouais, très fidèle. Si tu étais un rayon dans une librairie, tu aimes les choses assez éclectiques, hein, on va le voir juste après, mais du coup, Ouais. quel rayon est-ce que tu choisirais? Alors, quel rayon? Le dernier rayon que j'ai habité, c'était le rayon des calendriers. Je faisais une signature dans une librairie et au lieu de me mettre à l'étage, là où il y avait les clients, ils m'avaient mis au moins un, où il y avait les calendriers. Donc, j'ai vendu quelques calendriers parce que je suis bon vendeur. Donc, j'ai vendu des calendriers et puis j'ai dit à la libraire, vous savez quoi, la prochaine fois, mettez-moi un rayon polar parce que je pourrais vendre des polars, quoi. Si tu étais un marque-page original, avec Un quoi marque-page. marquerais-tu ta page? Avec quoi je la marquerais, Mhm. tu veux dire? Pour voir où tu es Euh, arrivé dans ta lecture, par exemple. Avec une contravention, D'accord. parce qu'il faut que ça serve à quelque chose, tu vois. Il faut que ça serve à quelque chose. Et pour l'anecdote, vous adorez ça ici. Moi, c'est comme ça que j'ai rencontré René, hein. Il est monté dans ma voiture. Il n'a pas voulu la dédicacer. Oh Mais là après, là là là. c'est une C'est voiture un- de leasing. Donc, je pouvais Ah pas la oui, faire dédicacer, tu vois. Sinon, je l'aurais fait. Mais c'était c'est tellement un drôle. des moments les plus dangereux de ma vie, en fait. On est sorti d'un parking, c'était pas très long, mais faut dire que Frédéric au volant, bon, il vaut mieux être dans le coffre arrière, en fait, juste pour pas voir, quoi. Alors, moi, je trouve que je m'en suis pas mal sorti. Mais par contre, je me rappelle très bien ce que tu as dit de la musique que je passais. C'était Ah, méchant. Tu as dit, mais c'est quoi cette playlist? Je me ah rappelle. Et oui. ça m'a beaucoup fait rire pour Et parler c'était quoi? C'était voiture. quoi? C'était quoi? Je sais plus, j'ai mis une musique du monde pour embêter Clarence. Mais Ah, ouais, d'accord. rien de très très grave. Si tu étais un personnage parmi tous ceux qui existent, ceux que tu as créés, ceux que tu as vus, ceux qui n'existent pas encore, lequel serais-tu? Un personnage? Oui. Alors, attends, un personnage. La mort. La mort. Tu veux dire deux mots dessus ou on laisse... J'ai jeté un on froid, laisse... là. J'ai jeté un froid, là. Ah mais moi C'est j'adore. vraiment, Non, 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 mais voilà, tu... on est en c'est- Antarctique, là. Ah bah on va y aller dans 2 petites secondes, oui. Si Ouais, tu ouais. étais un temps de conjugaison. Temps de conjugaison imparfait. J'adore l'imparfait, en fait. Déjà parce que ça nous ressemble. Parce personne n'est vraiment parfait. Si tu étais une musique ou une bande son.
une bande son, j'écouterais les disques de Jean-Félix, mon frère. J'adore. Tout petit, il fait de la guitare. C'est un génie, c'est le génie de la famille. Un petit Chopin, un petit Mozart. 11 ans, il était professeur de guitare à l'Académie de Marseille. Enfin, tu t'imagines, 11 ans. Ça me fait penser au docteur Dougie, personnellement. Mais... Ouais, non, tu vois, moi, avec mes 25 ans, j'étais vieux déjà quand j'ai fait le passage. En fait. Si tu étais un signe de ponctuation. Les points de suspension. Ouais. Team, point de suspension. Parfait, on coche. Dernier pour la route, si tu étais un verbe. Si j'étais un verbe, le verbe aimer. C'est celui qu'on a le plus de mal à conjuguer. Eh bien, je vous propose, chers amis qui nous écoutez, de parler du roman. Ça va? Est-ce que j'ai mon bac là? Je suis pas. Ah bah écoute, ce sont les gens qui nous écoutent qui décident. D'accord. Ah oui, moi je suis comme ça, hein, je délègue certaines parties. Non, parce et qu'on ça, m'a dit que c'est la boîte à bac en fait, c'est ça la boîte à bac, non, surtout pas. Non, si on est en mode sous-doué en plus avec les claques et autres, non, surtout pas. Surtout pas. On va évidemment parler de ton roman Du fond des âges dont vous découvrez la couverture juste ici, mais quoi de mieux pour se mettre dans le bain que de regarder une bande-annonce, puisqu'on parlait cinéma. Alors là, je vous cache pas, on va essayer de s'en sortir. Il faut que les dieux de la technique soient avec nous, mais je suis assez confiant, pour être honnête, je suis assez confiant. Et on verra, je vais changer de scène, comme ça, on va voir quelque chose. Hop, je vais rajouter René si vous me permettez juste ça. Comme ça, on te verra regarder ta bande-annonce. Je comprends rien de ce que tu dis, mais c'est sans doute très très futé. Non. C'est cool. Hop. Voilà. Eh bien écoutez, je vous laisse profiter de la bande-annonce de ce livre exceptionnel, Du fond des âges. Et puis on se revoit tout de suite après pour poser plein de questions à René Manzor. Le mal est invisible à l'œil nu. Mais il est patient. Même emprisonné sous des kilomètres de glace, il peut attendre des millions d'années qu'on le libère. Le bien, lui, est le meilleur des hôtes. Car il est confiant et accueillant. Mais il est aussi vulnérable. Un mal ancien a été libéré, Dr. Murphy. Un mal venu du fond des âges. Il a déjà tué plusieurs fois et il tuera encore. Jusqu'à ce qu'on le libère. Qu'on le libère de qui? De quoi vous voulez dire? Et en librairie depuis octobre. Cher René, ça donne envie, tout ça. Il a mis du soin, hein, cette bande-annonce. Je crois qu'il y avait une grosse équipe derrière qui a réalisé tout ça. Votre peau est plus lisse que de la peau. Elle reflète avec beauté. C'est ce qu'on fait en fait. Maintenant, j'ai pensé à faire ça au moment d'Apocryphe. Parce que je me suis dit, ça serait quand même bien que le réalisateur donne un petit coup de main au romancier, tu vois, je veux dire. Promouvoir un livre, un roman avec quelques images. Faire comme une quatrième de couverture, mais en images, avec, tu vois, avec bon, c'est mon métier, donc d'un coup, c'était absurde de ne pas le faire. J'aurais dû le faire même depuis le début. Je juste n'y avais pas pensé. Et puis surtout, pour moi, les romans, c'était les romans. Tu vois, c'était pas des films en devenir. Tu vois, c'est vraiment des romans. On en parlera peut-être des adaptations et tout ça tout à l'heure, mais donc pour moi, c'était vraiment deux vies séparées. Le romancier et puis le cinéaste, c'était vraiment deux métiers, en fait.
toujours un métier de conteur, mais avec un médium différent. Donc, je n'avais pas fait l'association. Et pour Apocryphe, d'un coup, j'ai eu envie de le faire pour appuyer aussi le fait que Apocryphe était un thriller biblique, mais un thriller. Si tu veux, les gens disaient « Ah non, c'est un truc religieux ». En fait, c'est pas un truc religieux du tout, c'est un thriller, peut-être un roman d'aventure, si on veut, une espèce de truc épique. Tu sais, la presse disait c'est un Game of Thrones biblique. Tu vois, ils avaient vu le fait que c'était pas le catéchisme, en fait, c'était inverse. Mais comme j'avais ces réflexions-là au début, tu vois, j'ai un truc religieux, machin, etc., j'ai eu envie, par image, tu vois, de montrer un peu. De montrer la subtilité qu'il y avait derrière. Pas de montrer la couleur, le genre, oui. le genre, tu vois. Et donc, la première bande-annonce, j'ai fait une bande-annonce pour montrer un petit peu ce qu'il allait y avoir dedans, que c'était pas le catéchisme, en fait. Bon. Et après, j'ai eu envie même d'en faire une deuxième pour monter le premier, c'était pour montrer le côté thriller. Les gens, ils peuvent aller voir sur les réseaux, sur Internet, ils peuvent trouver la bande-annonce, ils verront ce qu'on est en train de dire. Et la deuxième, j'avais envie d'appuyer sur le côté brûlot. Parce qu'en fait, c'était loin justement du catéchisme, parce que c'était une espèce de façon de revisiter les Écritures. Alors bien sûr, pour le faire, ça m'a pris 2 ans de recherche. Hein. C'était un énorme travail, mais je ne voulais pas le faire, tu vois, du bout des pieds. Je voulais vraiment maîtriser. En fait, je voulais faire comme si j'avais été un voyageur du temps. Pas un historien, un voyageur du temps. C'est-à-dire revenir avec quelqu'un qui a été exposé à ce qui s'est passé, parce que c'est quand même un mystère incroyable. Pour moi, quand je me suis dit, on peut frissonner dans le passé, pourquoi toujours c'est contemporain? Pourquoi? Parce que mon vieux, si tu vas te taper 2 ans de recherche, tu finis par dire, tu sais quoi, ça va être contemporain, tu vois. Et là, en faisant ça, c'était comme si j'étais parti au 1er siècle. Je savais tout de cette période. Enfin, je savais rien au départ, mais j'ai tout appris. Comment les gens même s'habillaient, qu'est-ce qu'ils mangeaient, à quoi ils pensaient, le système politique, tout. Enfin bon, on va pas faire un spécial sur Apocryphe, mais c'est pour dire que quelque part, la bande-annonce m'a servi à mettre tout ça en lumière, à essayer d'éclairer les gens, de leur dire, les gars, faites-moi confiance, partez pas sur des préjugés en disant, c'est peut-être le livre qui restera quand je serai parti de l'autre côté, tu vois. Les gens le découvriront peut-être à ce moment-là, mais c'est un de mes plus beaux ouvrages. Et c'est celui qui a le moins marché, en fait, à cause du fait qu'il y a cet a priori des gens sur le fait que c'est un truc religieux, j'aime pas la religion. Ça n'a rien à voir, justement. C'est un roman qui parle des hommes qui ont vécu ces événements, pas des prêtres qui ont vécu ces événements, des hommes. Et il fallait avoir sacrément des couilles pour les vivre, tu vois. Qui est-ce qui est prêt à donner sa vie aujourd'hui? Peut-être en Ukraine, ouais. Il y a un gros sujet là-dessus. On va revenir sur Du Pont des Âges, je vous propose, mais beaucoup de réactions sur la bande-annonce où certains disent il y a des films qui n'ont pas une aussi belle bande-annonce que ton livre. Donc c'est assez amusant. On voyait, tu as fait le making-of, tu as fait du teasing aussi dessus, voir un peu comment ça se construisait. C'était très intéressant. Donc n'hésitez pas à aller revoir tout ça si ça vous intéresse. Question de Cody Woody qui nous dit René a aussi travaillé sur des clips, Bonnie Tyler, Lara Fabian. Est-ce que c'est différent de travailler sur un clip vidéo ou un book trailer que sur un film, par exemple? Oui, c'est très différent. Mais moi, ce que j'ai... Enfin, dans mon parcours, il n'y a qu'une forme narrative que je n'ai pas aimée, c'est la pub. Et c'est pas à cause de la forme narrative en elle-même, c'est l'omniprésence, si tu veux, de tous les gens qui sont derrière le combo et qui essayent de te dire ce que tu dois raconter. Tu vois, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est ton métier de raconter. Il y a une campagne qui est faite, les gens, ils ont même fait un storyboard, c'est à toi de filmer. Et tout le monde doit fermer sa gueule, en gros, sur le plateau. C'est pas comme ça. Donc moi, je peux pas travailler comme ça. Donc cette forme-là, j'en ai fait une, et j'ai dit ça plus jamais. En revanche, le clip, c'est une forme formidable de collaboration avec un artiste, parce que c'est comme si c'était lui qui faisait le scénario. La chanson, c'est le scénario. Et donc, toi, en mettant en image, en fait, tu re-racontes la chanson d'une autre façon, un peu comme en musique, si tu veux, où il y a la mélodie, puis il y a le contrepoint.
Toi, avec tes images, tu es le contrepoint. Et la chanson, si tu veux, tu n'es pas en train de dire il pousse une porte et de filmer quelqu'un qui pousse une porte. Tu es en train de... Il y a un thème dans la chanson, dans les paroles de la chanson. Et toi, avec les images, tu racontes la même histoire, mais avec un décalage, tu vois. Et c'est l'association des deux qui fait la force du clip, en fait. Et bien sûr, le talent de l'interprète, qui est à la fois auteur, généralement, enfin souvent, et acteur, en chantant. Donc, c'est une forme formidable. Moi, j'adore les clips. J'ai toujours aimé cette forme-là. Et puis, en plus, ça tourne vite. Moi, j'aime bien tourner vite. La pub, je ne supporte pas. On va faire 50 prises pour filmer un fromage. Au bout d'un moment, ça va, on l'a, le fromage. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, la pub, ça fait grossir. Je préfère, à la limite, une série télé où on n'a pas le temps, on doit tourner vite. Donc, quand tu tournes vite, c'est l'instinct qui tourne. Tu es obligé de faire confiance à ton instinct. Tu ne peux pas te gratter la tête pendant des heures. Il faut y aller, il faut tourner. C'est comme si tu étais au filet au tennis. Sur toutes les balles, tu es au filet. La série, c'est comme ça. Et dans le long métrage, là, il y a une distance. Tu as plus de réflexion. Mais en même temps, c'est un art qui est complètement différent. Tu as des gens qui sont dans une salle obscure auquel tu projettes un imaginaire. Alors que quand tu fais une série, les gens ils sont devant la télé, c'est « Ah, tu me ramènes le sel de la cuisine ?» Tu vois, tu n'as pas la même attention. Dans une salle de cinéma, c'est comme dans une église. Tu as un truc sacré. Tu es dans le noir, tu es à côté de gens que tu ne connais pas. Tous les gens sont venus là pour la même raison. Et d'un coup, on regarde un film. Tu vois, c'est un truc un peu mystique, en fait. Bon, enfin, pour moi, en tout cas. Alors, il y a des questions, évidemment, je vais y venir tout de suite parce que c'est très important. Zut, Thibaut aussi, ça va un peu dans le même sens. Et qui dit « Je vais aller trouver en librairie rapidement un livre de Monsieur Manza. Est-ce que vos livres ont un ordre chronologique ?» demande Zut. Et Thibaut demande si on ne vous connaît pas, par lequel on commence au niveau des livres. Est-ce que tu as un conseil à donner aux gens qui voudraient te découvrir ? Ils sont tous très différents, et donc... Le principe, pour moi, c'est justement d'offrir un tableau à 6 entrées pour l'instant. C'est-à-dire qu'en fait, les gens peuvent commencer par celui qu'ils veulent, parce que je ne fais pas de suite. Je n'ai jamais fait de suite au cinéma, et pour moi, cinéma et roman, c'est le même bonhomme qui est derrière. La télé, c'est différent, les clips, c'est différent. Mais je poursuis mon aventure cinématographique à travers mon aventure littéraire. J'ai la même liberté, et si j'ai arrêté momentanément le cinéma, c'est parce que je n'avais plus cette liberté. Et pour moi, un artiste, il doit être libre. Le peintre, quand il est devant sa toile, personne ne lui dit comment il faut qu'il peigne. Il peint. Et après, les gens, ils aiment ou ils n'aiment pas ce qu'il fait. C'est moche, c'est beau. En tout cas, c'est de lui. Et pour moi, le cinéma, c'est ça. L'écran, c'est un tableau. Et moi, je suis un peintre. Et à ce moment-là, personne ne me raconte comment je dois mélanger mes couleurs, quelles couleurs je dois prendre, etc. C'est mon truc. Quand on travaille à la télé, c'est différent. On travaille généralement sur une série, par exemple, qui a eu 30 épisodes avant toi. Donc, c'est pas toi le créateur. Toi, tu es comment dire, comme tous les techniciens, tu vas faire ton travail, tu vas mettre en valeur, tu vas mettre en scène, tu vas mettre en image. Ça vient pas de toi. À moins que la série, ce soit une série personnelle, que tu aies écrite, une série originale, et là, c'est différent. À ce moment-là, ça vient de toi. Tu vois, la liberté, c'est le truc le plus important, en tout cas pour un artiste, pour arriver à s'exprimer. Et donc, par quel roman? Par celui qui vous tente, en fait, soit en regardant la bande-annonce, soit en regardant la 4e de couverture, en voyant de quoi ça parle. Le seul conseil que je donne, c'est il y a une seule fois que j'ai fait une suite. C'est pas une suite d'ailleurs, quelqu'un m'a dit c'est comme un spin-off, où j'ai repris un personnage en fait et je l'ai fait vivre encore, parce que dans celui dont le nom n'est plus, celui qui a eu le Grand Prix à Cognac dont tu parlais tout à l'heure, il y a 3 personnages principaux. J'avais envie d'un triptyque, au lieu de faire toujours avec le gentil et le méchant, non, de mettre pas un héros, 3 héros. Et là, pour une raison qui m'échappe, et tant mieux d'ailleurs, les gens sont tombés amoureux de la profileuse, qui a un personnage qui a un passé assez dur, assez profond, et qui d'ailleurs tire son savoir-faire de ce passé, de son enfance. Et
les gens sont tombés in love de ce personnage. Et chaque fois que j'allais dans un salon, je faisais le tour de France, Belgique, partout, Suisse, à chaque fois, les gens me disaient, elle va revenir, hein, elle va revenir. Et je disais, non, elle va pas revenir, j'aime pas les suites, je fais pas de suite, j'aime pas ça, etc. Et puis ça n'arrêtait pas. Donc, comme je suis de mauvaise foi, à un moment donné, je me suis dit, bon, allez, si 50 personnes te disent, elle va revenir, René, il faut que tu te poses la question, t'écris pour toi ou t'écris pour les autres? Mais 50 personnes, tu vois, je mettais la barre suffisamment haut pour ne pas avoir à la faire revenir. Il y a eu 70 personnes. Oui, 60. Ah, oui. 70 personnes. Ils sont comme ça, les lecteurs, qu'est-ce que tu veux? Ben oui, mais quelque part, ils sont organisés. Grâce à eux, mais oui. Grâce à eux, j'ai écrit Dans les brumes du mal. Et c'est grâce à eux. Parce que, je dis grâce à eux parce que c'est un de mes romans que les gens préfèrent aujourd'hui. Et en fait, c'est eux qui l'ont généré. Ils m'ont pas dit quoi raconter, mais ils m'ont poussé à explorer ce personnage, pas les trois, celui-là plus profondément, à aller, tu vois, plus en profondeur avec ce personnage. Et voilà. Mais c'est la seule fois, et c'est la dernière fois, hein, parce que là, elle va revenir. Je fais non, elle ne reviendra pas. Alors, Thibaut voilà. Nous dit, il y a un complot, fais attention à ce que tu dis, parce que il pourrait de nouveau faire une pétition et tu serais coincé. Et au passage, je suis désolé Kiko, mais non, je ne vais pas te trouver de remplaçant et tu continueras à acheter les livres de nos invités. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Parce que c'est comme ça. Mais en parlant de livres, je te propose de parler un peu du Fond des âges, que moi j'ai eu le plaisir de découvrir. Alors, c'est moi ce que j'appelle un thriller, on peut chipoter sur les étiquettes, mais voilà. Donc, le but du jeu ici, et vous êtes bien conscient, on va pas spoiler, on va vous laisser le plaisir de découvrir le livre. Mais ce que je peux dire, par contre, c'est qu'il y a un premier chapitre. Un premier chapitre, c'est une belle occasion de marquer les esprits. Et toi, clairement, tu t'en prives jamais. Parce que, en gros, là, on a un premier chapitre. Je sais pas si tu veux en dire un mot. Moi, j'ai noté quelque chose, mais tu peux peut-être en dire un mot. Mais on comprend tout de suite dans quel style de livre on est. Qu'est-ce que tu voulais susciter comme réaction chez les lecteurs avec un démarrage comme celui-là? Si tu veux, pour moi, c'est d'ailleurs pas un premier chapitre, c'est toujours un prologue. Dans tous mes romans, c'est comme ça. Et le prologue, c'est un peu l'équivalent au cinéma du teaser. C'est-à-dire, on accroche immédiatement les gens, non pas mécaniquement. On les accroche avec le thème, avec le centre de ce qui va être après le roman. Je ne sais pas si tous les lecteurs sont comme moi, mais quand j'achète un roman, quand je vais en librairie, je regarde la couverture qui généralement va me faire prendre le livre. C'est son rôle. Elle me fait prendre le livre par rapport à toutes les autres qui sont s'ils ont la chance d'être sur un étal et pas dans les rayons. Et à ce moment-là, je prends le livre et je retourne. Et je lis la 4e. Mais je ne prendrai jamais un roman sur la 4e. Je prends le livre, j'ouvre. J'ai besoin de voir le style de l'auteur. C'est un truc dont on parle très peu, mais le style, c'est important. C'est l'équivalent de la musique au cinéma. La musique des mots. Quel style d'écriture? C'est pas juste, il va me raconter une histoire et c'est des informations. Non, il y a un style. Et donc, c'est ces premières pages qui vont faire que j'achète le roman ou pas. Et dans ces premières pages, je veux être, immédiatement intéressé par ce qui va se passer. Et c'est pas une histoire de tempo, c'est une histoire de contenu. De quoi on parle? Quels sont les enjeux? Qu'est-ce qui va se passer? Qui est en danger? Tu vois ce que je veux dire? Et donc ça, c'est le prologue, l'équivalent du teaser. Et donc, forcément, c'est généralement fort parce que on n'a pas beaucoup de temps non plus pour arriver à raconter en très peu de mots ce que va être 400 pages. Attends, je coupe mon téléphone là parce que... Voilà. Et non, je ne dirais pas divulgacher aujourd'hui, j'ai pas envie. Mais vous avez raison. C'est quoi divulgacher? Spoiler, si tu veux. Ah, c'est oui, la version... Je me dis peut-être des bêtises. J'adore. Donc vous me corrigez si je me trompe, mais je me demande si ça ne vient pas du côté Québec.
Ah ouais, ça sent le Québec, là. Ça sent le Ça sent le Québec. Québec. Ah J'ai ouais, ça en tête, mais je me trompe peut-être, mais je pense que j'adore. c'est eux. Vous avez Tu vu sais quoi? tous... Maintenant, je vais plus jamais dire spoiler, je vais Tu dire vas plus dire divulgacher. spoiler. Ah oui, Ah non, divulgacher, j'adore. c'est C'est exceptionnel. génial. Ouais. On l'a vu sur la bande-annonce, en partie, en tout cas, on va avec ton livre en Nouvelle-Zélande, c'était une des questions dans le chat aussi, mais aussi en Antarctique. Alors, on ne fait pas semblant, hein. Je vais vous dire pour moi, j'avais froid en lisant certains chapitres. Et ça veut dire que ça marche, mais aussi j'avais chaud parce qu'il y a beaucoup de rebondissements. Donc je te rassure, ça s'est plutôt bien passé. J'étais bien, en fait, j'étais très très bien. C'est vital pour toi de faire voyager les personnes qui vont entrer dans tes histoires. Ici, Mon deux but, destinations très très ouais, spécifiques. mon but, c'est de faire en sorte que les gens soient dans le livre. C'est ça mon but. C'est-à-dire que, tu vois, quand je raconte une histoire au cinéma, je suis sur le plateau. Je suis à l'endroit d'où je raconte l'histoire. Donc quand je parlais tout à l'heure de Voyageurs du temps, c'est que il fallait que je m'y rende pour pouvoir en ramener, non pas un témoignage à travers, si tu veux, seulement des mots, mais des images, et faire jouer les 5 sens, pas juste 2 sens, puisqu'au cinéma, on n'a que 2 sens, hein, la vue et l'ouïe. Là, on a la possibilité en tant qu'écrivain, en tant que romancier, de jouer sur les 5 sens. Tu parlais du froid, une espèce de 6e finalement sens. Mais il y a le froid, on peut parler d'une paroi, à savoir si elle est rugueuse ou si elle est lisse. En fait, on peut dire ça, alors que, tu vois, on peut faire ressentir les odeurs. Tu vois ce que je veux dire? Il y a plein de choses possibles. Mais pour ça, si tu arrives à faire ça, si tu arrives à écrire, en tout cas c'est ce que j'essaye, hein, je ne sais pas si j'y arrive, hein, je fais mon maximum pour pouvoir communiquer avec le lecteur et faire en sorte qu'il soit à l'intérieur du livre. Et donc tout ce qui rappelle au lecteur qu'il est en train de lire un livre est un empêcheur de rêver quelque part pour moi. Donc tu sais que dans les livres, de temps en temps, quand il y a écrit samedi 14h55, quand je coach des auteurs, des écrivains ou des auteurs, je leur dis, oubliez, c'est samedi 15h45. Vous savez pourquoi? Parce que quand il va prendre à ce moment-là, le lecteur, il va être obligé de retourner en arrière pour voir si avant c'était mercredi. Et donc à ce moment-là, tu es en train de lui rappeler qu'il est en train de lire un livre. Donc si tu veux que ce soit le lendemain, tu mets le lendemain. Et là, il n'a pas besoin de retrouver en arrière. Dis le lendemain. C'est des choses comme ça, si tu veux, qui ont l'air de détails. Mais quand tu lis, et heureusement que les écrivains lisent, ben, tu sais très bien ce qui gêne. En tout cas, pour moi, ça me gêne énormément dans les livres. Quand je vois 14h45, samedi, Washington DC. Bon, il y a d'autres moyens de faire comprendre au lecteur qu'il est ailleurs ou où est-ce qu'il est dans le temps. Tu vois, moi, je joue sur 2 temporalités du Fond des âges. Ah ben, c'est simple, j'ai mis 1 an avant, retour au présent. 1 an avant, retour au présent. Donc, de toute façon, il y a ça sans arrêt, hein, puisque c'est sur ces 2 temporalités. Donc, le lecteur comprend très vite comment ça se passe. Moi, j'avais traduit ça en « il fait très froid, il fait plus chaud ». Il fait très froid, oui, il fait plus chaud. Tu vois, aussi. ça marche aussi, mais c'est vrai que c'est très très efficace aussi, comme tu dis, de ne pas sortir. Et c'est comme les notes de bas de page. Quand on lit des notes de bas de page. Ah ouais, ça c'est mon éditrice qui m'a appris ça, par contre, parce que dans mon premier roman, j'avais mis des notes de bas de page. Et elle m'a dit, il n'y a pas un moyen de faire autrement? Je dis, bien sûr qu'il y a un moyen. Il suffit de mettre entre virgules, juste après le mot qu'on vient d'utiliser, une formule synonyme qui d'un coup l'explique. Et du coup, le lecteur n'est pas obligé d'aller consulter un glossaire, tu vois, ou regarder en bas de page. Enfin, c'est tout ce qu'on détestait à l'école, tu vois. Donc, on n'est pas à l'école, là, hein. On est en train de rêver, de s'amuser, de s'évader. La vie est suffisamment scolaire, c'est pas la peine que les livres le soient aussi. Et donc, c'était une question du chat, mais est-ce que tu as visité les lieux dont tu parles, notamment du Fond des âges? Toujours, en fait, ça c'est une habitude qui vient du cinéma, c'est-à-dire que quand on fait un film, on choisit ses décors, et pour les choisir, il faut y aller. Donc, j'ai continué comme ça, par des formations professionnelles, hein, plus que par choix. Hein, j'étais toujours en train de raconter, donc j'avais besoin même de me rassurer. Imagine, pour mon premier roman, je suis en danger. Et le principe qui consiste pour moi à changer d'univers à chaque roman,
plutôt que de continuer d'exploiter un filon qui commercialement fonctionne, c'est de me mettre en danger, parce que c'est quand on est en danger qu'on est le plus créatif. On n'est pas sûr de soi, tranquille, en avançant sur un chemin tracé. On est dans la jungle avec sa sagaie et on est obligé de faire son chemin à chaque fois, à chaque livre. Et pas juste la première fois. C'est qu'en fait, maintenant c'est mon 6e roman, et ce sont tous des premières fois. Et moi, je suis en danger tout le temps. Et donc, comme je suis en danger, je suis obligé de m'investir, de me sortir de mes tripes, de tout ce que je peux faire. Et forcément, avec 35 ans de métier, j'ai acquis, si tu veux, des compétences, et je remets ces compétences en question en me mettant en danger. Sinon, juste je joue sur mon terrain, tu vois. Moi, je joue toujours à l'extérieur. Je ne joue jamais chez moi. Et puis les lecteurs changent, le temps change, voilà, les recettes d'hier il faut toujours les remettre en question, ou bien il y a quand même certaines choses qui restent valables, il y a un socle commun, mais j'imagine que des choses évoluent, que les lecteurs d'il y a 20 ans ne sont peut-être pas les lecteurs d'aujourd'hui, quoique peut-être que si, en fait. Mais tu utilises comme ça toute la panoplie de tes années d'expérience, en les mettant en danger à chaque fois, mais est-ce que tu gardes quand même certaines choses pour te rassurer, un minimum? Ou bien non, spécialement. non. Mais si tu veux, il y a une part inconsciente si tu veux, quand tu apprends quelque chose, il y a une part inconsciente chez toi qui le stocke quelque part. Mais si tu veux, quand tu choisis, par contre, quelle histoire tu vas raconter, là, il y a un choix qui n'est pas inconscient, qui est un choix conscient. Et à ce moment-là, soit tu restes dans ton précaré, et ça fait des livres formidables. Hein. Je veux dire, j'ai des tas de confrères et consoeurs qui font comme ça, et les gens adorent. Donc, à un moment donné, je veux dire, c'est qu'il y a quelque chose qui les fait rêver. Voilà. Il y a des gens qui aiment se rassurer aussi, qui aiment retrouver le même genre qui leur a plu. Moi, je me dis qu'à partir du moment où on aime un auteur, l'auteur ne va pas changer de style, il ne va pas changer si tu veux, il va s'exprimer de la même façon. Moi, c'est toujours entre l'action et l'émotion. Enfin, c'est le mélange des deux, si tu veux. Et le mot que je préfère, c'est le mot mystère. Donc ça, si tu prends tous les livres, ils ont ça en commun. Mais ils n'ont rien d'autre en commun. Ils ont, en fait, c'est chaque fois une histoire différente. C'est pas une histoire qui est cousine. Je disais, quand mes enfants étaient petits, parce qu'il y a eu ce moment magique où ils étaient petits, quand je leur racontais des histoires pour qu'ils s'endorment ou avant qu'ils s'endorment, ils me disaient, ils refusaient que je leur lise des histoires qui étaient toutes faites, du prêt à rêver, qui est quand même formidable. Je veux dire, il y a des histoires formidables. Enfin, non, papa, pas ça, raconte-moi tes histoires. Alors là, il y a eu 365 nuits. Là, il faut y aller, quoi. Tu vois, donc c'est une espèce d'entraînement permanent. Et chaque fois que j'étais un peu fatigué, quoi, et que je retournais un peu dans ma zone de confort, etc. Il me disait, exigeant, c'est ça. Ah tu me l'as déjà raconté cette histoire. Je dis mais non, c'est pas pareil, c'est pas le même mec. Tu vois, c'était un docteur. Ouais, mais c'est un peu pareil, papa, c'est un peu pareil quand même. Et ils avaient raison, c'était un peu pareil. Et donc moi, je fais pareil avec le lecteur. J'entends leur voix qui me dit tu me l'as déjà raconté cette histoire. Et donc non, alors on dit non, il faut pas que je raconte la même histoire. C'est une autre histoire. Et là, il y en a pas 365 par an. Donc, c'est quand même, normalement, ça devrait être plus facile, quoi, tu vois. Jamais à court d'idées. J'ai l'impression que tu disais, tu vas sur place comme en cinéma. Ça te fait parcourir pas mal de routes, en sécurité la plupart du temps. Et oui, Clarence, c'était bien là où j'étais garé, où j'ai choisi minutieusement ma place de parking. Mais honnêtement, j'ai bien conduit, hein, on vous mange. Ça te fait évidemment parcourir pas mal de routes, tu disais un peu partout. C'est une vie un peu nomade que tu as? Oui, depuis toujours. Et quand voilà, je suis marié à la même femme depuis la nuit des temps. Et donc, quand on s'est marié, je lui ai dit, dans Movies, il y a Move. On va bouger. Et on n'a pas arrêté de bouger partout. J'ai tourné dans tous les pays. On était basé aux États-Unis quand j'étais aux États-Unis. J'ai passé 10 ans là-bas. Je pensais rester quelques mois. En fait, je suis passé 10 ans. Mais chaque fois, c'était à l'étranger qu'on tournait. La maison était à Los Angeles, mais en fait, on tournait à l'étranger. Pourquoi ? Parce qu'un jour,
savez, aux États-Unis, il y a des listes. Il y a la liste A, B, C. Moi, j'étais en liste Z quand je suis arrivé là. Donc, quand on m'envoyait les scénarios, je me dis, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est pas possible. Ils vont vraiment financer ça? Ils vont mettre des sous là-dedans? Et donc, la seule capacité que j'avais, c'était la capacité de transformation. Je disais au producteur, j'ai le droit de faire un petit rewrite là-dessus? Ah oui, mais il ne faut pas que ça coûte plus cher. Non, non, mais... Et un jour, je tombe sur un scénario. Le scénario était formidable. J'appelle mon agent et je lui dis, il y a une erreur là, c'est pas pour moi ça. Tu m'envoies quoi? C'est pas pour moi. Et il me dit, mais oui, c'est pour toi, René. What's the catch? C'est quoi le piège? Et il me dit, there is no catch. Il n'y a pas de piège. Ça se tourne en Afrique. Et là, j'ai compris que... C'est-à-dire que les Américains, ils voulaient tourner à côté du Golfe, à côté de chez eux, tu vois, ils ne voulaient pas aller là où ils se posaient la question s'il y avait l'eau courante, parce que c'était comme ça, tu vois, ils pensaient comme ça. L'Afrique, pour eux, c'était comme ça. Donc, je lui dis, à partir de maintenant, tout ce qui se tourne à l'étranger, tu me le donnes. Et là, j'ai eu forcément des meilleurs scénarios, et voilà, c'était une façon de... Donc, on a bougé sans arrêt, voilà. Dans Move Easy à Move. Est-ce qu'il y a un endroit où tu n'as pas encore été et dont tu rêves? Mars. Bientôt. J'attends. Le pire, c'est que j'ai fait un projet là-dessus avant qu'il y ait tous ces projets sur Mars. En 2001, j'avais fait une série qui s'appelait Destination Mars, et justement, qui était une coproduction avec les Russes, avec la Pologne et la France. On a essayé de monter cette production et c'était un cauchemar. C'était un cauchemar. Non pas le film, finalement le film devait en être un, mais finalement c'était ce qui en faisait l'intérêt. Mais en fait, finalement, ça n'a pas été le film cauchemar, ça a été la tentative de mettre en chantier ce projet qui était vraiment super. Mais bon. Et pour Du Fond des Âges, alors tu as été en Antarctique, visiter une mission un peu comme celle que les personnages vont... Alors, je te souhaite pas la même. Non, sans en dire beaucoup plus, mais... J'ai pas été à Vostok, parce que c'est au centre vraiment de l'Antarctique, et c'est très très difficile d'accès, et puis avec les Russes, les problèmes d'accès se posent quand même. Mais il y a Concordia, une station franco-italienne. Il y a plein d'autres façons, si tu veux, d'aller sur place, pour sentir un peu non pas en restant sur la côte, mais en essayant d'aller à l'intérieur des terres, parce que c'est là où d'un coup, tu vois, ils restent quand ils font l'hiver. Moi, je ne pouvais pas rester l'hiver, parce qu'une fois qu'on est coincé là-bas, on ne peut plus sortir. On a pour 4 mois de nuit, donc j'ai quand même je dois gagner ma vie, je ne pouvais pas aller en touriste pendant 4... Mais par contre, il suffit de passer 48 heures. En 48 heures, tu fais 2 nuits, tu sais ce qui se passe, tu comprends, tu parles aux gens. Comment ils pensent? Qu'est-ce qui leur fait peur? Tu sais, la conversation dans l'avion, à un moment donné, quand la débutante, elle parle à Marcus, qui lui est un vétéran, etc., et qu'elle lui dit qu'est-ce qui est le plus dur? Qu'est-ce qui est le plus dur en Antarctique? Et il lui dit, tu veux vraiment savoir ce qui est le plus dur? Ben oui, j'aime pas les surprises, donc je préfère savoir. Le plus dur, c'est de rentrer. Quand tu rentres au pays et que la vie a continué sans toi, c'est ça le plus dur. Donc, tu vois, pour arriver finalement, c'est pas que je l'ai entendu ça, mais je l'ai compris ça, en parlant aux gens, en les écoutant parler. Et ça, tu peux pas le faire, tu peux pas avoir ça sur Google. Tu vois, il faut y aller, quoi. Voilà. Et les portes s'ouvrent assez facilement quand tu te dis, voilà, j'ai telle idée, tel projet, il faudrait que je passe minimum 48 heures ou un peu plus ou un peu moins à tel endroit. Est-ce que c'est assez facile de s'organiser pour arriver pile là où tu voulais? Parfois tu peux être surpris, j'imagine, en chemin aussi. Et finalement, est-ce que tu as des interviews justement avec des gens qui ont été, qui sont revenus? Est-ce que tu fais aussi ce genre de recherche? En gros, comment se passent tes recherches? On parle du Fond des Âges, donc en particulier l'Antarctique par exemple, ou Nouvelle-Zélande si tu veux, ou quoi que ce soit d'autre. Mais comment ça se passe? Est-ce que toutes les portes s'ouvrent? Parce que beaucoup de gens pensent à Castle avec je mets un gilet pare-balles, écrivain écrit dessus, et les portes s'ouvrent et je suis la police. La plupart des auteurs vous diront que c'est assez compliqué et que ça marche pas comme ça dans la vraie vie. Comment on fait pour aller quelque part finalement? C'est comme dans la vie, c'est comme dans la vie. Les portes ne s'ouvrent pas dans la vie.
On n'a pas les clés. Les gens, ils ouvrent leurs portes ou ils la laissent fermer. C'est comme dans la vie, c'est pareil. C'est-à-dire, si tu as vécu déjà un certain nombre d'années, tu sais exactement comment ça se passe. C'est pas différent parce que tu es auteur ou docteur ou pompier. C'est pareil. Après, il y a ta capacité à convaincre et aussi à réveiller les gens, à réveiller leur flamme. Tous les gens, ils ont une flamme. Elle est juste plus ou moins éteinte. Et toi, en tant que conteur, tu peux la réveiller. Tu sais, le truc qu'on se sert pour faire le feu. Souvent, le feu s'éteint et pourtant, il suffit d'un peu de vent, même avec un cahier, d'agiter le cahier devant la cheminée et d'un coup, tu as les flammes qui reviennent. Pourquoi? Le feu était en train de mourir. Il y a des tas de gens qui disent « Ah, ben il est mort ton feu. Il est mort mon feu. Attends un peu. Tac, 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 tac. » Donc, si tu veux, dans la vie, c'est pareil. Tu peux réveiller les gens. Sur un tournage, quand il y a 150 personnes à diriger ou 70 selon les prods, tu es un drapeau vivant. Si tu fais la gueule, le tournage fait la gueule. Si tu es enthousiaste, le tournage est enthousiaste. Donc, si tu veux, à un moment donné, dans la vie, tu peux faire pareil avec les gens. Soit il reste endormi, il reste endormi. Tu changes, tu passes à quelqu'un d'autre. Il y a toujours quelqu'un qu'on peut réveiller. Toujours quelqu'un. Dernière petite question sur les voyages. Est-ce que tu prends des notes quand tu vas quelque part? Est-ce que tu enregistres? Est-ce que tu as un petit dictaphone? Est-ce que tu prends des notes? Est-ce que tu retiens tout et que tu as une mémoire exceptionnelle? Comment René Manzor travaille quand il va sur place pour des recherches? Pour se laisser surprendre et émerveiller? J'ai une très mauvaise mémoire, très très mauvaise, qui me sert. Une espèce d'amnésie partielle que j'espère garder telle qu'elle et sans qu'elle se complique. J'oublie tout. Mes confrères et consoeurs se moquent de moi parce que j'oublie mes bagages dans le train, j'oublie mon ordi, toujours dans les transports, j'oublie tout. J'ai perdu le nombre de blousons et de manteaux que j'adorais, que j'ai perdu. Et chaque fois que je trouve plus quelque chose, je dis à mon épouse, mais où est-ce qu'il est mon truc? Elle me dit, mais tu l'as laissé dans un avion, René. Ah bon? Vraiment? Même ça, j'ai oublié que j'ai oublié. J'ai oublié que j'ai oublié mon manteau. Tu vois, bon. Donc ça, la mémoire, je ne fais pas du tout confiance. Ma mémoire est infidèle. C'est peut-être la seule partie chez moi qui l'est. Et donc, j'écris. Tu vois, le personnage dans Memento qui écrit sur ses poignets, voilà. Je suis à peu près, je suis assez proche de ça, si tu veux. Donc, j'enregistre. Je dis à des gens, excusez-moi, on va enregistrer parce que dans une semaine... Tu vois, c'est des trucs comme ça. Donc, oui, j'écris partout. Quand j'ai pas de papier, j'écris dans ma main. Et arrivé à la maison, hop, je rentre ça dans l'ordi. Ouais, la mémoire, non, ça marche pas. Par contre, y a des chercheurs qui disent qu'en écrivant à la main, surtout, les choses rentrent beaucoup mieux dans ton esprit que sur le clavier. Tu sais, il y a un côté organique dans le fait. Alors, j'écris pas mes romans... à la main, parce que la touche que j'utilise le plus sur mon clavier, c'est la touche effacée. Et on est dans les recherches, dans les voyages. OneLab dit, j'imagine qu'il faut un tas d'autorisations quand tu fais des recherches, quand tu vas quelque part. Il y a un côté administratif comme ça à gérer aussi? Demander des accès par-ci par-là? Oui. Alors là, par contre, c'est juste un tout petit peu plus difficile pour moi parce que sur les tournages, j'ai un premier assistant qui fait ça. C'est vraiment son métier, tu vois. Donc moi, je peux à ce moment-là ne pas me préoccuper du tout de logistique, c'est-à-dire de dire les choses, de dire ce dont j'ai besoin. Et ça, par contre, il faut être très, très, très précis. Alors, il y en a qui ne le sont pas, et qui font ça comme ça, mais plus tu es précis, plus tu sais ce que tu vas tourner, plus tu gagnes du temps sur le plateau, moins le film coûte cher. Si tu vas sur le plateau et tu dis, tu te grattes la tête en te demandant où tu vas mettre ta caméra, t'es mal. Enfin, le film, surtout. Alors que si tu imagines le film chez toi et que tu essayes de le cerner le plus possible, de l'imaginer le plus possible, sans être vraiment dans les lieux, quand tu tournes, même si tu as storyboardé, si tu as découpé ton film, etc., les gens ils disent « Ah oui, mais ça va tuer l'inspiration. » Ça ne tue pas l'inspiration, ça la fait travailler. C'est-à-dire que, est-ce que quand tu vas dans une salle pour faire pousser tes muscles, tu fais travailler tes muscles. Tu ne vas pas dire « Ah oui, mais ça va tuer mon mouvement. » Non,
Voilà. Donc, quand tu es chez toi et que tu travailles sur ton film, que tu as écrit le scénario et que tu essayes d'imaginer comment de fabriquer tes images, tu as beau faire tout ça, quand tu es sur le plateau, après, tu es dans les lieux, il y a les comédiens, ils sont en costume, il y a les accessoires. Plein de choses changent. Et tu vas pas dire, ah bah non, moi j'avais ça sur... Non, tu réécris en permanence. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, tu te laisses inspirer par les choses nouvelles. Et quand tu vas dans un décor, pour un roman ou pour un film, tu te laisses inspirer, tu es comme une éponge. En parlant de voyage toujours, tu es présent dans beaucoup de salons, parfois comme parrain aussi, hein, depuis quelque temps. En quoi est-ce important pour toi, ces rendez-vous avec les lecteurs? Parce que je pense ne pas me tromper en disant que les personnes que tu croises, qui te suivent, ont une très grande importance pour toi. Moi, j'ai l'impression que c'est même en partie l'essence dans le moteur d'une vie qui est quand même très rythmée. Et j'ai l'impression que les rencontres, plus que les lieux, te nourrissent beaucoup. Parce que on le voit, pour l'anecdote, si vous avez un jour l'occasion de voir René en salon, quand tu expliques ce que tu fais, ton métier, comment tu racontes les histoires, de quoi parlent tes livres, il y a une vraie passion et on sent que tu parles à quelqu'un. C'est pas du tout un discours un peu publicitaire qui revient et qu'on répète. Il y a quelque chose. Est-ce que je me trompe si je dis que les gens ont beaucoup d'importance? Et qu'est-ce que tu retires de tous ces salons et de toutes ces rencontres avec les lecteurs? Alors oui, je vais pas te dire que c'est pas important, c'est capital dans la mesure où ça suit une période de solitude importante. L'écriture, c'est un moment de solitude et c'est un moment où finalement comment dire, c'est comme si tu étais en spéléo, tu descends dans toi-même en fait pour essayer d'aller chercher tu vois les pépites que tu as. On a tous des pépites, en fait. Souvent, on l'ignore, mais on en a. Donc, tu descends en profondeur et tu vas chercher comment dire, la substance. Alors, il y a des coups de grisou, hein, comme quand tu descends dans les mines. Hein, tout se passe pas vraiment très bien, mais quand tu en sors et que tu arrives à finir ton roman, tu as besoin du regard des autres. Tu as eu le tien en permanence. Et le regard des autres, c'est celui que tu trouves dans les salons au contact des lecteurs. Et moi, ce que j'adore, c'est quand les lecteurs me disent « Je ne les ai pas du tout lus », comme une forme d'excuse, alors que pour moi, c'est le meilleur moment. Je ne vous ai pas du tout lu, mais j'ai entendu beaucoup de choses et j'ai envie d'essayer. Voilà. Ça, c'est le meilleur moment. Et là, à chaque fois, je leur dis « Super, déjà, ça va me faire travailler parce que là, je ne vais pas rester assis sur ma chaise, je vais vous raconter 2-3 trucs. » Et du coup, si tu veux, à ce moment-là, le dialogue s'engage. Et il s'engage. Et j'ai mes amis auteurs, autrices, quand ils sont à côté de moi, ils me disent « Mais René, tu l'avais convaincu, pourquoi tu continues à parler ?» Je dis bah, « Parce qu'on est en train de parler. » quoi. Donc, il y a le truc, si tu veux, de ne pas se dire « On va signer, on va faire la signature la plus courte possible pour que d'un coup, ça puisse... Allez, que les petits pains puissent partir. » C'est pas ça pour moi, c'est la rencontre. Quand on fait un film, on projette son imaginaire à des gens en espérant qu'ils le trouvent intéressant, en espérant. Là, c'est l'imaginaire des gens qui est actif dans un roman. Donc, la personne que tu rencontres, c'est son imaginaire à elle, à lui, qui va faire le film. Toi, tu excites son imaginaire, tu écris les dialogues pour eux, tu décris les décors pour eux, mais c'est eux qui imaginent au sens premier du terme, c'est-à-dire qu'ils fabriquent les images. Et c'est ça qui est comment dire, le truc le plus interactif qui existe. C'est-à-dire les gens, ils essayent de se mettre des trucs vidéo maintenant pour rentrer dans un univers. Et ils ne se rendent pas compte que depuis Gutenberg, ça existe déjà. Il suffit de lire. Et en lisant, tu rentres dans un univers. Tu vois ce que je veux dire? Et donc la rencontre avec les gens, c'est voilà. Alors cela dit, moi je n'aime pas faire beaucoup de salons parce que c'est épuisant, surtout la manière dont je le fais, si tu veux. C'est épuisant. Et puis ça tue tous les week-ends. Alors déjà que ma profession les tue,
les week-ends, les vacances par rapport à mon épouse, mes enfants, maintenant qui sont grands, mais ils sont toujours, tu sais, c'est des tanguis, donc ils sont là, et tant mieux, et tant mieux. Donc, si tu vois, à un moment donné, il y a un minimum quand même, c'est la vie, hein, c'est la vie. Il y a un minimum à vivre avec les siens, avec ses proches. Donc, quand je fais les salons, je suis à fond, parce que je me donne à fond. Et les gens me le rendent bien, hein, ils me le rendent bien. Et sinon, si tu veux, le principe, c'est quand je parraine, c'est parce que le salon, je parraine pas les grands salons, hein, ils n'ont pas besoin de moi. Je parraine les petits salons, parce que les petits salons, ils ont vraiment besoin. Parce que si tu veux, quand tu commences un salon, généralement, les gens, ils y vont pas. Les auteurs ou les autrices, généralement, ils y vont pas parce que d'un coup, ils se disent, on va voir si ça... Tu vois, parce que à un moment donné, tu te déplaces, c'est ton temps. Et quand tu fais beaucoup de salons, tu commences à choisir les salons qui sont les plus importants, etc. Et quand tu parraines, tu aides. Là, j'ai été parrain sur un salon Loire-et-Crime, dans le Loiret, dans le Loir-et-Cher. Ben écoute, ce salon, c'est un des salons qui a été l'organisatrice du salon, Géraldine, je me souviens plus son nom de famille, Géraldine, elle a fait un travail, mais d'enfer, elle a passé 1 an là-dessus. Donc quand elle vient me voir dans un salon et qu'elle me demande, René, est-ce que tu, voilà, c'est mon premier salon, est-ce que tu viendrais, truc? Je lui dis, c'est quoi la date? Parce que la date, si tu veux, elle peut définir mon impossibilité de venir. Mais à partir du moment où je suis libre, j'y vais. Il y a 3 personnes dans le salon? Il y a 3 personnes. Tu vois ce que je veux dire? À un moment donné, il faut bien un début. Et là, ça a été un succès fou. Ça a été un succès fou. C'était bien organisé. Il y avait des tas d'auteurs qui étaient des auteurs auto-édités. Donc, ils ont bénéficié de tout ça aussi. Et à un moment donné, ben, quand tu as un petit nom et que tu l'associes à quelque chose qui n'a pas encore de nom, ben, ton petit nom, il fait la courte échelle. Tu vois ce que je veux dire? Alors, quand tu fais la courte échelle à quelqu'un, il ne faut pas t'étonner que tes mains soient écrasées. Ça fait partie du job, tu vois. Sinon, tu ne fais pas la courte échelle. C'est ça. Voilà. Et c'est vraiment intéressant. Dans tes livres, on va de nouveau y revenir, mais il y a de la réalité, il y a des faits, voilà, de l'actu, des recherches ici ou là dans plein de domaines différents. Il y a aussi une part d'imaginaire. Je me disais, quels sont les sujets qui te passionnent? Alors, dans le chat, parce que je ne sais pas si tu le vois, mais c'est... Non, je ne le vois pas, j'étais en train de regarder là. Est-ce qu'on n'est pas en train d'ennuyer tout le monde? Tu penses que c'est bien là? Ben, non, justement, les messages, c'est on l'écouterait parler pendant des heures, si je te résume la situation. Ah, d'accord. Donc okay. Voilà, on est parti jusqu'à 3h du matin, désolé. Non. Non. Si, c'est comme ça. Et je disais, qu'est-ce qui te passionne? Parce qu'on va parler 2 minutes de ton roman à vif, bah, si tu en as envie, mais tu abordes là-dedans les troubles obsessionnels délirants, qui est pas le sujet le plus connu, ou en tout cas de certaines personnes, grâce au personnage de Novak Marek. Est-ce que tu veux nous dire un mot pour celles et ceux qui ne savent pas du tout de quoi parle À Vif, puisque c'est aussi un livre qui a été primé, notamment chez nos amis de l'Iris Noir et du prix de l'Embouchure. De quoi parle ce livre? Et finalement, on voit à travers tous les livres dont tu as parlé déjà ce soir, il y a beaucoup de choses qui te passionnent. Comment tu choisis ce qui va nourrir ton prochain livre? Dans tout ce qui existe et tout ce qui te passionne, ça doit être très compliqué de dire je prends ça et je fonce là-dessus. En fait, il y a toujours une période d'errance, tu sais, où d'un coup, je me dis, je sais pas, parce que comme je n'applique pas une formule, où je ne reste pas dans une zone de confort, je suis forcément dans un inconfort total, en fait, puisque tu vois, je ne suis pas un personnage au sens du verbe suivre. À chaque fois, c'est un one-shot et j'espère que ça sera un voyage différent pour les lecteurs. Ça peut venir d'une information que je découvre en faisant de la recherche. Je fais beaucoup de recherches parce que pour moi, plus un roman est étrange, plus il doit être crédible. C'est bizarre, hein? Mais les gens, ils pardonnent aisément à la réalité sa part de fiction. Regarde ce qui nous arrive avec le Covid. Truc. Mais par contre, si jamais un roman n'est pas crédible, je dis pas vrai, crédible, probable, à ce moment-là, les gens ne pardonnent pas. Donc il y a un travail énorme à faire, si tu veux, pour essayer de les amener vers des zones qui sont frontières. Pour moi, c'est ça
l'intérêt chez moi, c'est d'explorer ces zones frontières, là où on n'est pas vraiment sûr de la réalité des choses. La vie, la mort, l'après-vie, est-ce que ça existe? Est-ce que, par exemple, les âmes rivales, est-ce que nos sentiments nous survivent? C'est toujours des questions sans réponse qui alimentent à ce moment-là mes romans, parce que je demande aux personnages d'essayer d'y répondre à ma place. Est-ce que nos sentiments nous survivent après la mort? Ou est-ce qu'on doit tout recommencer à zéro? En acceptant l'idée qu'on puisse éventuellement revenir. Il y a des millions de gens qui croient à ça. Ok, pas l'aspect religieux des choses, encore une fois, mais l'aspect humain. À ce moment-là, c'est pas de savoir, c'est pas de se poser la question est-ce qu'on va revenir en étant une vache ou un crocodile. La vraie question, c'est est-ce que nos sentiments nous survivent? Si j'ai aimé quelqu'un et que je reviens dans le corps qu'on me donnera, est-ce que je me souviens que j'ai aimé cette personne? Ou est-ce que je dois tout recommencer? Les âmes rivales. Donc, alors, est-ce qu'on peut faire un thriller avec ça? You bet, comme on dit en anglais. Bien sûr, bien sûr. Les âmes rivales, c'est une histoire d'amour, mais c'est un suspense d'enfer tout le long. Parce que ça part du principe qu'on a éventuellement une âme sœur. Il y a des gens qui pensent la rencontrer, mais ils ne se posent jamais la question de savoir si notre âme sœur, en fait, quelqu'un d'autre, est convaincu que c'est la sienne. À ce moment-là, il y a un trio infernal. Il y en a un de trop. Et si ce trio d'âmes, si ce conflit se répète d'existence en existence, en prenant le principe de la réincarnation juste pour ce qui nous amène de possibilités, au bout d'un certain nombre d'existences rejetées, il doit y avoir une des trois âmes qui doit sacrément avoir les boules. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, c'est le méchant de mon histoire. C'est le terreau d'un très très bon thriller. Je vous invite à découvrir. Le méchant de mon histoire. Et il ne s'arrêtera jamais. Hein. Parce qu'avec le mal, on peut s'arranger, on peut négocier, on peut vendre son âme déjà. Mais avec l'amour-passion, il n'y a pas de négociation possible. Et par exemple, donc dans À Vivre dont on parlait, et donc Woody nous dit excellent livre, adoré te brûler avec À Vivre, j'ai hâte de frissonner avec du long des âges. René nous malmène d'un extrême à l'autre, comme dans tous ses romans, un grand maître du thriller. On disait, voilà, dans les sujets que tu retiens, par exemple des questions comme celle-là, je disais dans À Vivre, on parle de troubles obsessionnels délirants. Oui, pardon, je fais une digression. Mais je t'en prie, c'est ça les raconteurs d'histoire. Ouais. Qu'est-ce que tu veux? Mais je vais mettre la couverture pendant que tu nous expliques. En deux mots l'histoire, ça peut intéresser. Alors, en fait, en faisant de la recherche pour autre chose, je suis tombé sur un trouble psychiatrique très peu connu, que les gens ne connaissent pas. On connaît tous la parano, on connaît tous la schizophrénie, tout ça, et même les personnalités multiples depuis des dalles. Mais le trouble obsessionnel délirant, c'est les gens qui sont atteints de ce trouble n'arrivent plus à faire la différence entre la réalité et ce qu'ils imaginent. Et d'un coup, je me suis dit, putain, mais si un flic était atteint de ce trouble, ça serait terrible. Parce qu'en attendant d'avoir des preuves, les policiers se fient à leurs intuitions, les enquêteurs se fient à ce qu'ils ressentent, à leurs impressions. Mais si on ne peut plus faire confiance à ces impressions, parce qu'on n'arrive plus à savoir si on a imaginé les choses ou si elles sont réelles, tu vois ce que ça peut faire. Et donc le flic, il y a deux personnages principaux. Il y a ce flic qui a travaillé sur une enquête. Il s'est tellement investi dans l'enquête qu'il a fait un burn-out et qu'il a dérapé dans ce trouble. C'est-à-dire, au lieu de chercher le coupable, il s'est mis à imaginer le coupable. Tu vois, au bout d'un moment, son boss, il a dit, bon, t'es gentil, mais tu vas te faire soigner. Là, c'est pas possible. Tu peux pas agresser les gens comme ça. Les gens qui sont absolument pour rien. Non. Donc, au moment, ça c'est la backstory. Au moment où le roman commence, le gars en question, qui s'appelle Novak, il est interné dans un hôpital psychiatrique dans lequel il s'est fait interner pour se soigner parce qu'il n'arrivait plus à gérer. Et pendant qu'il est en traitement, le serial killer recommence. Et ce serial killer, il brûle des très jeunes filles. Il leur fait rien, il les touche pas. Je veux dire, il n'y a pas de viol, il n'y a pas de ce truc-là. Non, ça l'intéresse pas ça. Il brûle. Et donc on l'appelle
la presse l'appelle avec toujours cette subtilité qu'ils ont pour le sensationnel, c'est l'immoleur, tu vois, c'est l'immoleur de Gévoniac. Le Gévoniac, c'est le petit village d'Occitanie dans lequel ça se passe. Et donc, il y a déjà 4 jeunes filles qui ont été brûlées, vives, hein, comme au temps des sorcières. C'est comme s'ils voulaient les empêcher de devenir femmes. Tu vois le barge que c'est. Et donc, les crimes recommencent. Et à ce moment-là, il y a une capitaine du SRPJ de Toulouse, celle qui a remplacé Novak, qui arrive sur la scène de crime, et son patron lui dit, écoute, tu n'étais pas là, tu ne sais pas ce que c'est, mais là, on a déjà vu ça malheureusement, et il y a un type que tu devrais aller voir. Alors, je te préviens, il est un peu bizarre, hein, mais il connaît très très bien l'affaire, et donc, va le voir, montre-lui les procès-verbaux de ce crime, et peut-être il va voir quelque chose que nous, on ne voit pas, parce qu'il est H24 là-dessus, hein, il connaît parfaitement. Donc, elle va le voir, effectivement, et il va voir quelque chose. Et donc, le roman, ça va être ce tandem improbable où lui va être sorti en consultant, et donc, il va être avec elle. Et elle, c'est une femme tout à fait normale. C'est un très joli personnage, un personnage lumineux, comme ça. Lui, il est aussi dark qu'elle, elle est lumineuse. Elle se débat dans la vie de tous les jours. Elle est policière, mais de telle heure à telle heure. Après, elle a une vie de famille, elle a 2 garçons. Et elle essaye d'ailleurs de faire en sorte qu'il ne souffre pas trop de la séparation de son mari qui s'est barré. Et donc, elle essaye d'écoper sa famille et tout. Et en plus, elle est sur cette affaire. Et surtout, elle va devoir cohabiter avec ce type-là qui est en roue libre, alors qu'elle tente de suivre la procédure. Voilà, et on n'en dira pas beaucoup plus, mais ça place le... Et on parlait réalité, fiction... Je pense, alors corrige-moi si je me trompe, mais que Gévoniac n'existe pas vraiment, si je ne dis pas de bêtises. C'est un peu un combo de plusieurs villes-villages du coin, parce que ça t'arrangeait comme ça. Et donc, c'est amusant comme ça de mixer de la réalité dans tes recherches, dans les lieux que tu visites, dont on parlait tout à l'heure, avec ce qu'il te faut au moment où tu en as besoin. Et au passage, merci beaucoup pour le follow, Marie-Emma. Et bienvenue sur cette chaîne. Vous êtes toujours aussi nombreux, donc on n'ennuie personne, René tracasse. On est pas encore. Et donc, pas encore. Et donc, Gévoniac n'existe pas, mais pourrait exister. Oui. En fait, c'est simplement, si tu veux, j'ai fait des repérages dans la région, et quand d'un coup j'ai envie de prendre quelque chose dans un village, quelque chose dans un autre, etc., parce que quelque part, ça sert bien mon imaginaire, celui que je vais communiquer avec les gens. Eh bien, à ce moment-là, j'ai plus qu'une solution, c'est d'inventer un village. La région existe. Les noms de villes, parfois, existent, sauf celui du village dans lequel j'implante mon... C'est Stephen King qui faisait comme ça. Hein. Je crois, dans le Maine, il avait un village à lui où toutes ces histoires se passent et qui n'existent pas, en fait. Simplement, ça lui permettait de gérer les choses comme il avait envie de les gérer. Alors, on va revenir au livre du fond des âges, mais on parlait cinéma, on parle évidemment littérature avec les livres. Il y a des outils différents, t'en parlais un peu tantôt, mais j'imagine que les 2 disciplines, elles s'enrichissent l'une l'autre. Tu penses quoi au moment de démarrer un projet? Dans tout ce que tu as comme expérience, comme outil, au moment de démarrer, tu penses à quoi? Je pense pas, j'ai pas, comment dire, je me dis pas, tiens, est-ce que j'en fais un film ou est-ce que j'en fais un roman? Ça, je pars pas comme ça. Parce que quand je vais écrire un roman, c'est un roman. Ça peut être qu'un roman. Et pour moi, on disait tout à l'heure qu'on parlait à un moment donné de l'adaptation. Pour moi, l'adaptation d'un roman n'a qu'une seule raison d'être. C'est de raconter l'histoire à ceux qui ne liront jamais. Parce que ceux qui ont lu seront déçus. Si c'est moi qui fais l'adaptation de mon propre roman, des tas de gens seront déçus. Pourquoi ? Parce que c'est ma lecture, c'est pas la leur. Et la mienne, elle n'est pas meilleure que la leur, puisque de toute façon, c'est pour eux que je fais. Donc la mienne, finalement, elle n'a pas plus de valeur, c'est juste une autre lecture. Il y a des gens qui auront la mienne, mais il y en a plein qui n'auront pas du tout la mienne. Donc il y a une déception au bout du chemin, si tu veux, pour certaines personnes. Et on ne fait pas ce métier pour décevoir les gens. Donc, le seul truc, moi, si d'un coup, à un moment donné, c'est pas fait pour ça, hein, mais à chaque fois que je fais un roman, il y a quelqu'un qui m'achète une option.
Alors que si j'étais allé les voir, les producteurs, avec cette idée de film, ils m'auraient dit « Ah non, non, c'est trop machin, c'est pas assez truc, c'est trop ambitieux, c'est trop américain, c'est trop... » Tu vois, j'ai tout entendu, hein, sur le passage, j'ai tout entendu déjà. Donc, c'est des romans. Et à ce moment-là, par contre, l'adaptation, effectivement, pour les gens qui lisent pas, c'est quand même formidable de leur raconter cette histoire, tu vois. Et eux, ils n'ont pas d'a priori, puisque de toute façon, ils n'ont pas lu le livre. Voilà. Et donc, parlant du fond des âges, c'est parce qu'on demandait ça dans le chat, une adaptation sur grand écran, c'est une envie, un projet, une certitude, c'est simplement pas à l'ordre du jour, on verra plus tard. T'en es où à ce stade-là? Les gens demandent. Non, il y a déjà, on est en négociation déjà, c'est ça. Mais moi, quand j'ai mon mot à dire sur les... Moi, je garde les droits audiovisuels de mes romans. C'est un accord que j'ai avec Kallman depuis le début, même avec Hero avant. C'est quand même mon métier, donc je suis quand même mieux placé pour pouvoir à la fois gérer ça avec les gens du métier que je connais, et puis savoir aussi à quel moment l'histoire est en danger, à quel moment les gens qui s'y intéressent sont sérieux, ou si c'est des gens qui s'amusent avec l'argent des autres. Donc ça, c'est important. Et oui, en ce moment, il y a une demande. Mais moi, si jamais j'ai la possibilité de, non pas de faire moi-même comment dire, de réaliser, parce qu'à la limite, c'est presque plus intéressant d'avoir le regard d'un autre pour moi, en tant qu'auteur, que d'avoir le mien. Parce que le mien, il est déjà dans le roman. Moi, je filme avec des mots. Hein. Je veux dire, tu lis le roman, tu vois le film. Le tien. Pas le mien, le tien. Et à ce moment-là, si tu veux, c'est de dire, les gars, il vaut mieux faire une mini-série qu'un film. Parce que sur grand écran, vous allez garder l'intrigue, vous allez perdre des personnages. Et c'est la plupart du temps comme ça. Un film, il fait 1h30, 2 heures, 400 pages comme ça, avec une grande aventure, et avec une exploration de chaque personnage, tu vas perdre. Alors que sur 6 fois 1 heure, si tu as 6 heures pour raconter, ou 8 heures pour raconter, les personnages, ils auront la même force que dans le roman. Ce qui est le plus proche, finalement, du roman, c'est la mini-série à l'écran. C'est là où on retrouve, on tombe amoureux des personnages, pas juste de savoir qui a tué, ou quel rebondissement, ou quel cliff, ou quel... Tu vois ce que je veux dire? C'est pas ça qui est important. C'est les personnages. C'est eux qui te touchent, ou pas. Et donc, on disait, tu as collaboré avec de nombreux talents du 7e art. Si je te donnais... c'est tout à l'heure, un budget illimité. Alors on va juste l'imaginer si tu es d'accord, parce que j'ai explosé mon budget annuel, hein, mais tu ferais quoi avec du fond des âges? Une mini-série? Oui. Si tu avais un budget illimité, avec qui est-ce que tu travaillerais et pour faire quoi? Mini-série, ça j'ai bien compris. Mini-série, ouais. Mini-série avec un producteur qui serait passionné par le projet, qui ferait pas juste une affaire. Et au moment de commencer à écrire un roman, comme du fond des âges par exemple, est-ce que tu penses à des acteurs et des actrices au moment de créer tes personnages? Non, jamais. Jamais, parce que si tu veux, je pars du principe, c'est même l'inverse. Je fais tout pour que l'aspect extérieur des personnages soit le moins précisé, pour que les lecteurs puissent le dessiner à leur façon et même l'interpréter s'ils veulent. Devenir Marcus, devenir tel ou tel personnage, tu vois. Donc, l'aspect intérieur des gens est très précisé. L'aspect psychologique des personnages est très approfondi. Quel que soit le côté haletant de l'histoire. Les personnages, pour moi, sont l'important. La structure d'un film, l'intrigue, aussi haletante soit-elle, et c'est son but dans un thriller, c'est même le minimum syndical qu'on peut proposer. C'est pour moi les fondations. C'est pas la maison, c'est les fondations. C'est-à-dire, l'intrigue, elle est là pour que les personnages se révèlent, pour les forcer à se révéler, pour les tirer de leur zone de confort dans laquelle ils sont au début et les balancer dans une aventure dont ils n'ont aucun contrôle. Et donc, si tu veux, en me mettant en danger, moi, je suis plus proche d'eux, parce que j'ai du mal à contrôler, si tu veux. Et donc, mon principe d'écriture, c'est de structurer véritablement mon récit. Ça fait partie de ma méthode de travail, de celle que j'ai appris aux États-Unis aussi. Et eux, ils ne l'ont pas appris, ça ne vient pas de chez eux, hein, ça vient d'Europe. C'est la méthode d'Aristote, 24 siècles, il a pensé à une histoire, ça se structure en 3 actes. Il y a un début, un milieu, une fin, ça a l'air con de dire ça, hein, mais ce n'est pas le cas de tous
tous les romans, et ce n'est pas le cas de tous les films. Et donc, voilà, j'ai d'ailleurs les ricains, très bizarrement, moi ça vient toujours de l'étranger, hein, mon père me disait « nul n'est prophète », j'ai vécu ça toute ma vie, quoi. Mais tout petit, il me disait ça tout le temps, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, parce qu'il ne savait pas que j'allais voyager, mais lui, il avait beaucoup voyagé. Il me disait « nul n'est prophète dans son pays ». D'accord, papa, je sais, nul n'est prophète dans son pays. Et ben moi, toute ma vie, ça vient toujours de l'étranger. Voilà. Et pourtant, je suis le même gars. Hein. Il suffit que je traverse l'Atlantique et d'un coup, j'intéresse les gens. Pourquoi? Bon, c'est comme ça. Et là, j'ai appris beaucoup de choses là-bas. Et justement, il y a les Américains sont venus me voir, je ne sais pas pourquoi, parce qu'ils ont quand même pas mal de gens hyper qualifiés, pour que je leur fasse une masterclass d'écriture. Alors j'ai dit, attendez, vous avez vu les gens que vous avez James Patterson, vous avez Dan Brown, qu'est-ce que vous venez me chercher, les petits Français, là? C'est quoi le truc? Et ils m'ont dit, non mais tu as vécu 10 ans aux États-Unis, tu nous connais bien, mais tu as un autre regard, parce que tu viens d'Europe. Et nous, ça, on n'a pas. Donc à ce moment-là, j'ai dit, ok, pour les tester, parce que je me disais, ok, peut-être ils disent ça, c'est un argument de vente, mais pour les tester, je leur dis, moi, si j'écris une méthode, la seule méthode que j'aimerais écrire, c'est comment raconter une histoire, mais pas comment écrire un scénario, comment écrire un roman, comment écrire une pièce de théâtre, non. Comment raconter une histoire, quel que soit le médium. Fiction Writing Secrets, les secrets de l'écriture de fiction. Et donc là, oui, j'ai des choses à dire, parce que j'ai touché à tous ces médiums. Et donc, j'ai compris, en travaillant dessus, que en fait, c'était tout le temps les mêmes principes qui s'appliquaient. Le médium changeait, mais l'histoire qu'on racontait, il y avait une intrigue, il y avait des personnages, que ce soit sur scène au théâtre, que ce soit à l'écran, que ce soit en lisant, que ce soit dans un jeu vidéo ou dans une bande dessinée. J'ai travaillé dans tous ces médiums. Je viens du dessin animé, moi. C'était ça, au départ. Et donc, si tu veux, ils m'ont dit banco. Alors là-bas, ça va très vite. C'est le contraire de l'Europe, en fait. Ça va très très vite, trop parfois. Et donc ils sont venus à la maison, quoi. Ils m'ont dit dans combien de temps on peut venir? Je dis attendez, moi je l'ai pas le cours là, il faut que je l'écrive. Oui mais dans combien de temps? Je lui dis 2 mois. Dans 2 mois. Ok, dans 2 mois ils sont venus à la maison là, chez moi en Sologne, t'imagines? Les ricains qui débarquent en Sologne, c'est génial. J'ai dit attention les gars, il y a des chevreuils qui traversent et des sangliers qui traversent, hein. Il faut faire gaffe parce que c'est pas tellement que vous allez tuer l'animal, c'est que vous allez massacrer votre voiture, hein, parce qu'ils vont pas se laisser faire comme ça. Et donc ils sont venus, ils ont filmé chez moi. Et donc le truc est sorti là-bas sur un site de vente en ligne aux États-Unis. Et donc bon, et les gens achètent la méthode et la suivent, tu vois. Et moi je parle très bien anglais, mais j'ai mon accent français, tu vois. Donc je me disais, est-ce que les gens ils vont apprendre à écrire avec un français? Ben oui. Tu vois, là-bas, il y a quand même pas mal d'accents. Hein. Il y a beaucoup d'étrangers qui vivent là-bas. De toute façon, c'est des migrants. Les Américains, c'est des émigrés. Hein. Et donc, au bout d'un moment, chez nous, les lecteurs, les auteurs m'ont dit, alors nous, on s'enlaille. Tu fais une méthode et tu fais une masterclass, tu l'as fait en anglais. Et nous, alors, pourquoi ça n'existe pas en français? D'un coup, j'ai réalisé le truc. Tu vois, je ne m'étais pas rendu compte. Et c'est ce côté biculturel, tu sais plus dans quelle langue tu parles, en fait, au bout d'un moment. Et donc, pour moi, ça existait là-bas, et qu'à la limite, en France, les masterclass, tu vois, qui allait s'intéresser à ça? On était vraiment au tout début, hein, c'était avant le Covid, juste avant le Covid. Et donc, j'ai appelé des techniciens avec qui je travaille. Je leur ai dit, les gars, venez à la maison, on va filmer une masterclass en français. Du coup, j'ai traduit mon cours en français, et on a fait la masterclass, et maintenant elle existe en français, ça s'appelle « Les secrets des raconteurs d'histoire ». Voilà. Et vous avez le lien dans le chat, parce qu'on a une équipe du tonnerre. Voilà, t'es trop fort. Ah mais écoute, mais c'est ce que... Écoute, c'était ma question d'après, donc non seulement tu es un très très bon raconteur d'histoire, mais en plus tu es visionnaire par rapport à mes questions, mais c'est très chouette, puisqu'on arrive tout doucement à la fin, mais je voulais vraiment parler de cet aspect transmission, parce que tu as emmagasiné beaucoup d'expérience. C'est important pour toi, cette notion de transmission, et puis on reviendra à la masterclass tout de suite, parce que... En gros, tu disais c'est pour les secrets de raconter les histoires. À qui est-ce qu'elle s'adresse, cette masterclass, et que représente la transmission pour toi, vers les gens? Alors, en fait, elle s'adresse à 2 types de curieux.
elle s'adresse aux auteurs, qu'ils soient professionnels ou amateurs. Et d'ailleurs, j'ai vraiment les deux hein, dans les gens qui se la sont procurés. Parce qu'il y a des gens qui sont professionnels et qui... Tu sais, quand tu mets des mots sur les choses, il y a des concepts qu'ils connaissent, parce qu'ils écrivent depuis longtemps, mais le fait de mettre des mots sur des et de présenter les choses sous forme d'une méthode claire, précise, pas un truc vague, mais un truc très concret, et qui analyse tout, la structure d'une histoire, les personnages, la backstory, le suspense, comment travailler le suspense, etc. Donc, pour les auteurs, qu'ils soient débutants ou professionnels, il y a une méthode et qui a 13 modules, et donc, si tu à travers ces 13 modules, tu passes par tous les questions que tu peux te poser. Et tu peux y retourner quand tu es coincé sur un truc. Ah, tiens, il y a un truc sur les dialogues. Il y a un module sur les dialogues. Comment écrire des dialogues? Qu'est-ce qui fait l'art du dialogue? Pourquoi un dialogue est bon et riche, et un autre dialogue est juste informatif, qui balance des informations, alors que le dialogue, il doit balancer de l'humeur. Qui est la personne qui parle? C'est ça que doit dire le dialogue, et pas de dire des informations que la description peut donner. Quand quelqu'un parle, c'est tout son monde intérieur qui doit s'exprimer. Donc, si tu veux, l'art du dialogue, c'est vraiment quelque chose. Alors, soit les auteurs, qu'ils soient débutants ou professionnels, même des gens qui ont écrit 3 romans, 4 romans, enfin, je veux dire, des vrais pros, hein, déjà, mais qui cherchent l'excellence. Moi, j'ai cherché l'excellence toute ma vie. Je n'ai pas toujours trouvé, hein, pas encore trouvé. Mais je continue à chercher. Et il y a des gens qui sont comme ça, qui ne se contentent pas juste d'un savoir-faire, qui veulent l'excellence. Ils veulent, tu vois, aller plus, travailler plus, s'améliorer tout le temps. Et sinon, les lecteurs, parce que ça, c'est vraiment tout un aspect. D'un coup, tu lèves le rideau, et si tu es le lecteur, je ne suis pas les lecteurs occasionnels, mais les lecteurs addicts, les gens, et dans les salons, j'en rencontre plein, des gens qui sont... et là, d'un coup, tu passes derrière le rideau du magicien. Tu te rends compte comment on fabrique une histoire. C'est comme si, je sais pas, tu aimes le bon vin et tu as l'occasion de rentrer chez un vigneron et de pouvoir fabriquer le vin. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, c'est les deux parties qui sont intéressées. Les auteurs, parce qu'eux, ils font, c'est les makers, ils sont en train de... Ils racontent les histoires. En tant que conteur, tu as quelqu'un qui te livre d'autres secrets. Toi, tu as les tiens, lui, il en a d'autres. Et donc, hop, tu lui piques ses secrets. et sinon, tu as les lecteurs qui, du coup, se sont toujours posé la question, mais comment ils font pour raconter des histoires? Tu sais, moi, j'ai des rencontres avec des gens, mais ça commence comment? Qu'est-ce qui fait que d'un coup, comment vous passez d'une idée à 400 pages qu'on va dévorer? C'est pas l'effet du hasard. Il y a, comme dans tout métier, il y a des choses à apprendre. Et donc, tous les parents qui nous écoutent et qui ne savent pas comment raconter une histoire à leurs enfants avant de dormir, se procurer cette masterclass, parce qu'ils vont apprendre comment gérer 365 soirées avec leurs enfants. Il y a l'aspect masterclass, donc vous avez le lien dans le chat, n'hésitez surtout pas. Et alors, ça c'est par période en fonction de tes projets, mais je pense que c'est intéressant d'en dire un mot. Tu fais aussi des cours particuliers, du coaching individuel. Ça consiste en quoi, en quelques mots, de se faire coacher par René Manzor? Bien, en fait, si tu veux, c'est parti au départ du Covid, en fait. C'est-à-dire que mes tournages se sont arrêtés. Et à partir du moment où les tournages se sont arrêtés, ça fait quand même partie, c'est un peu la moitié de ma vie professionnelle, en fait. Et les tournages, c'était pour moi, j'avais trouvé un équilibre avec... j'écrivais un roman, je sortais un roman tous les 2 ans, en gros. Je ne pouvais pas sortir tous les ans comme certains de mes confrères, la plupart de mes confrères. Enfin, ceux qui peuvent et qui n'ont pas un autre métier qui aussi leur bouffe énormément du temps. C'est un luxe de pouvoir écrire un roman tous les ans. Il faut pouvoir en vivre. Sinon, on a un autre métier et c'est ce métier qui vous fait vivre. Et l'autre, c'est la passion d'écrire. Eh bien, c'est au moment du Covid, d'un coup, je me suis retrouvé avec les tournages qui s'arrêtaient. Parce que nous, on tripote tous. Et puis, on ne va pas filmer les acteurs avec des masques. Au bout d'un moment, ce n'était pas possible. On est trop nombreux. La distanciation sociale, tu oublies l'affaire. Sur un plateau, c'est pas possible. Donc, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas pas écrire 2 romans. Là. Et puis, d'un coup, moi, je passais écriture solitaire, création solitaire, création collective. Création solitaire,
création collective, tu vois, entre l'écriture des romans, le tournage. Et là, d'un coup, le collectif n'existait plus. Et puis les gens, ils allaient être enfermés. Moi, j'ai compris très vite, hein, à cause c'est le côté scénariste. J'ai dit à mon épouse, j'ai dit, on est enfermé pour 1 an. Elle me dit, René, putain, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu racontes? J'ai dit, on est enfermé pour 1 an. Tu vas voir, ils ne savent pas ce que c'est. On est enfermé pour 1 an. Et elle me dit, donc je dis, moi, il faut que je vais pas, il faut que je fasse quelque chose. Et d'un coup, en tournant dans mon bureau, en usant la moquette, là, elle est vraiment dans un sale état maintenant. Tu te souviens, René, le prof d'écriture que tu cherchais quand tu étais gamin, que tu emmerdais tes parents en disant, il me faut un prof d'écriture, il me faut un prof d'écriture. Quand tes frères faisaient de la musique, la guitare, le piano, ils avaient un prof de guitare, ils avaient un prof de piano. Et mes parents me disaient, et toi, René? Moi, je veux un prof d'écriture, disait le petit René. Ils ont cherché. Il me dit à tout. Il y a professeur dramatique, professeur de danse, de musique, d'art dramatique. Et il n'y a pas prof d'écriture. La seule chose qu'il y a, c'est à l'école, la narration. Oh, la narration, c'est pas possible. J'ai jamais trouvé. Et là, je me suis dit, tu te souviens, le prof d'écriture que tu cherchais quand tu étais gamin? Ben, c'est toi, mon gars. Parce qu'aujourd'hui, avec 35 ans de métier, c'est toi le prof d'écriture. Si jamais il y a un môme qui cherche, qui emmerde ses parents en disant « je voudrais un prof d'écriture, je voudrais un prof d'écriture », ben ce môme, aujourd'hui, tu peux lui dire « je suis là ». Tu as commencé comme ça. Et d'un coup, au début, je me suis dit « voilà, ben, ce môme, c'est moi, quand j'étais petit, et je vais lui apprendre à lui ». Et alors, il y a eu un môme avec des parents qui disaient voilà, exactement le même truc. Qui avait 15 ans, hein. Moi j'étais plus petit quand je... Bon. Et voilà, ça a commencé. Et surtout, ce que je ne m'attendais pas, c'est que j'ai mis une petite annonce là sur Internet, et ça a été un flot de gens différents, qui étaient de professions différentes, de parcours différents, etc. Et qui avaient envie d'apprendre à écrire. C'était pas pour être publié, tu vois. C'était pour apprendre à écrire. C'est formidable de pouvoir jeter son inconscient sur un papier, mais même pas pour les autres, même pour soi, et de ne pas le faire de manière comme un journal intime simplement, de le faire de manière plus fun, plus ludique, à travers une histoire. Et on a tous une histoire. On a tous une histoire qu'on peut raconter. Et donc, par contre, on ne sait pas la raconter. Et moi, à ce moment-là, ce que je faisais, c'est que je me mettais dans l'imaginaire de chacun. Pour moi, ça a été un travail d'imaginaire formidable, parce que j'amenais pas les gens vers moi, j'allais vers eux. J'essayais de comprendre quel était leur univers, comment, et une fois que j'avais compris leur univers, d'améliorer certains trucs chez eux. S'ils avaient écrit quelque chose, par exemple, de le lire, de voir quel était leur manque, sur quoi je pouvais les faire travailler. Et donc, c'était 1 heure de coaching, comme ça, avec eux, en cours particulier, ce qui demande quand même un investissement énorme. Que je peux plus faire vraiment. Maintenant, je le fais avec des gens qui sont très, très, comment dire, sérieux dans leur approche, qui veulent vraiment, tu vois, parce que l'espace, j'en ai moins, j'ai moins de temps disponible. Donc, généralement, quand les gens qui ont la curiosité de ça, je préfère déjà les aiguiller sur la masterclass en leur disant « allez voir, c'est ma méthode ». Et si jamais vous êtes sérieux par rapport à cette envie d'écrire, si c'est vital pour vous, à ce moment-là, ben, on peut essayer de trouver du temps. Mais forcément, j'en ai moins aujourd'hui. Voilà. Et ces coachings individuels que tu as pu faire pendant la période-là, ça a changé l'auteur, le réalisateur, le scénariste que tu es aussi, dans l'autre sens? C'est, si tu veux, comment te dire, moi j'ai reçu beaucoup dans ces cours. C'est-à-dire, il y a eu un climat, les gens, on a fini par faire une page Facebook, une communauté, les gens qui s'entraident entre eux, je suis bloqué. Tu vois, il y a eu un truc extrêmement bienveillant qui s'est mis en place, un truc très lumineux. Et donc, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien de voir, si tu veux, que c'était quelque chose qui allait plus loin que mon envie quand j'étais gamin de trouver un prof d'écriture, que c'était pas quelque chose qui ne me concernait que moi, qu'il y avait plein d'autres gens comme ça, et que voilà, c'était j'en parle au passé, mais c'est pas
c'est pas vraiment le passé. Je lâche pas, si tu veux, les gens. Hein. Si les gens veulent continuer à travailler, je continue à travailler. Et puis surtout, j'ai travaillé avec des confrères, des consoeurs aussi. Et là, c'était formidable parce que quelque part, et je travaille toujours avec eux, quelque part, je sais à ce moment-là, ce sont des gens qui sont déjà publiés. Donc c'est différent, si tu veux. Quand je te dis, le coaching, c'est pas pour être publié. On peut pas promettre d'être publié. C'est complètement délirant. Enfin, si on connaît un peu ce métier, on sait très bien que ça se passe pas comme ça. Par contre, les gens qui sont déjà publiés, qui ont publié 3 romans, 4 romans, ces gens-là, ils ont un savoir-faire qui est déjà là dans leur livre et on peut améliorer ensemble ce savoir-faire. Moi, j'arrive à détecter, tu sais, j'étais script doctor aux États-Unis, je travaillais avec des gens bien plus compétents que moi et j'arrivais à les faire travailler justement en repérant, si tu veux, les problèmes de leur histoire, alors qu'eux, ils en étaient à la 10e réécriture parce que les studios te font réécrire. Les mecs, ils étaient complètement saoulés. Et donc, j'avais des gens comme Tom Stoppard, tu vois, un écrivain immense. Et le mec était totalement perdu, quoi. Parce qu'on lui avait tué sa flamme d'auteur. Et donc, moi, mon but à ce moment-là, c'était de lire tous les scénarios et toutes les versions dans l'ordre, avec le roman général qu'il y avait au départ, qui était vachement bien d'ailleurs, et qui se détruisait de plus en plus avec la volonté de Machinette qui voulait ça, de Machin qui voulait ça. Et donc, en gros, je lisais tout, et je demandais à rencontrer les 2 stars, qui généralement étaient ceux qui avaient démoli, sans le vouloir, hein, le projet. Et donc, je rencontrais chaque star séparément, et je demandais à chacune et à chacun pourquoi il avait demandé ces changements, quel était le but derrière. Parce que je dis, ça se trouve, le but est bien, mais alors les dégâts sur le roman... Si vous avez lu le roman? Non. Ben là, on est loin. Hein. On est loin qualitativement, mais on est loin, même au niveau de votre personnage, on est loin. Par rapport à ce que vous aimeriez jouer, on est loin. Donc pourquoi vous avez... Quel était le but derrière? Parce que si jamais vous m'exprimez le but, non pas ce qu'ils ont fait du but, mais la volonté derrière, on peut peut-être réconcilier ce que vous voulez avec le roman. C'était ça mon travail. Je faisais ça avec le comédien, je faisais ça avec la comédienne. Et après, je revenais vers l'auteur en disant, bon, il y a une bonne nouvelle. Il y a une super nouvelle. C'est qu'on va revenir sur ce terrain-là. Et là, le type, il retrouvait toute sa fraîcheur et toute sa compétence, qui était immense et qui était détruite. Donc, si tu veux, là, je te parle d'un immense auteur et qui était dans cette situation. Mais tu as des auteurs plus, moins compétents, plus jeunes, plus frais, plus neufs, mais qui ont le même problème. Et moi, je peux les aider à mon niveau. J'ai suffisamment de à la fois d'enthousiasme pour repérer les pépites dans leur travail et pour repérer les faiblesses aussi dans leur travail. Et je les pousse comme un entraîneur qui pousse son boxeur sur le ring. Tu sais, le boxeur, il arrive, il est au 12e round, il a l'arcade pété au 11e round, il a du sang dans les yeux, il voit même plus son adversaire. Et à ce moment-là, l'entraîneur, moi je m'étais mis au coin, j'étais allé voir un match de boxe, pas pour voir le match de boxe, pour voir ce que l'entraîneur disait, le coach. Et j'ai vu un match comme ça où le mec était en train de se prendre une raclée, c'était pas possible. Et le coach qui voyait les choses, lui, comme un vrai professionnel, le mec arrive, arcade pété, je te dis, il voyait plus rien, le gars. Et le coach, à ce moment-là, il lui met les pansements, là, tout ça. Pendant que le mec lui met les pansements, lui, il lui parle à l'oreille. Et la dernière phrase qu'il lui dit, tu as vu ses jambes? Non, j'y vois rien, je vais perdre. Attends, regarde ses jambes. T'as vu ses jambes? Il tient pas debout. Et la dernière phrase, c'est, tu vas le tuer. C'est-à-dire, c'est toi qui gagne, c'est pas lui. C'est pas parce qu'il t'a pété l'arcade que tu perds le match. Il t'a pété l'arcade. C'est la seule chose qu'il a fait chez toi comme dégâts, à part des dégâts dans la tête. Mais ses jambes, il tient plus debout. Toi, tu tiens debout. Tu vas le tuer. Et putain, si tu vas à ce moment-là, je dis le pouvoir. Le gars, il a gagné le match. Pas parce qu'il était fort, parce qu'il faisait confiance à son coach et que le coach, lui, voyait plus loin que l'autre. L'autre était, tu vois, il n'avait pas la distance, il n'avait pas le recul. Et ça, c'est possible dans toutes les disciplines. C'est aussi possible dans l'écriture. Question pour toi, et puis on clôturera gentiment. Mais ouais, je crois qu'il faut clôturer là, parce que...
Si tu te trouvais nez à nez avec toi-même à l'âge de 10 ans, t'en parlais tout à l'heure, qu'aimerais-tu te dire avec tout ce que tu sais aujourd'hui? Euh, la route est longue, mais euh, comme dans toutes les aventures, il y a, il y a je lui dirais cette phrase de Joseph Campbell qui disait: le trésor qui te fait peur dans la cave est la raison pour laquelle tu dois pénétrer dans la cave. Le trésor qui te fait peur dans la cave est la raison pour laquelle tu dois pénétrer dans la cave. Je crois qu'on va s'arrêter là, hein. Joseph Campbell, je pense qu'il a la meilleure phrase pour terminer, hein. Écoute, j'analysais ma cave, j'étais en train de réfléchir. Il y a des choses dans cette cave. Je vais... Alors, si tu veux dire un mot de tes projets, parce que je vois que ça intéresse évidemment les gens, on me glisse ça dans l'oreillette, mais pour te laisser évidemment aussi le mot de la fin. Et puis effectivement, on ira se coucher et ou travailler. Oui, travailler en fait, hein. J'ai l'impression. Bah, Ça le fait projet, c'est le projet. Pour moi, c'est de faire en sorte que les gens partent avec moi en Antarctique et en Nouvelle-Zélande pour explorer cette aventure et voir à travers elle que c'est pas juste... le thème, c'est jusqu'où on est prêt à aller par amour. On est loin du super thriller haletant, page-turner. Le fond de l'histoire, c'est le rôle de ce père dont l'enfant a disparu. Jusqu'où on est prêt à aller par amour. C'est ça. Et les personnes qui nous écoutent vont pouvoir découvrir tout ça. Je leur souhaite un très bon voyage. En tout cas, moi, ça a été le cas. As-tu un dernier mot pour refermer le couvercle de cette boîte sur Twitch, ta première sur Twitch, je crois. On demande dans le chat si ça s'est bien passé pour toi. Si ouais, c'est la première. Si tu en ressors indemne. Ah oui, de toute façon, tu sais, les blessures, c'est fait pour améliorer la peau. Elle se reconstruit quand on est blessé. Non, c'est pas... Non, bien sûr. Et puis, merci pour ce moment et puis pour ce partage. Je sais pas combien on était, mais de toute façon, tu sais, des fois, la conversation avec une personne, si tu peux changer la vie d'une personne ou si tu peux aider une personne, t'as pas besoin d'être des milliers pour ça. C'est ce qu'on appelle le power of one. Tu vois, une seule personne. Et c'est ça qui est génial dans l'écriture. C'est une conversation de jardin secret à jardin secret. Par rapport au cinéma où on parle à des millions de têtes dans le noir qu'on ne connaît pas. Là, on parle à une personne. Et moi, quand j'écris un roman, j'ai l'impression de me chuchoter à l'oreille d'une personne. Une seule personne. Le lecteur ou la lectrice. Pas des centaines de personnes. Raccord. C'est singulier comme rapport, c'est pas pluriel. Voilà, alors le dernier mot, bonne nuit. Nuit à toi aussi. Et juste pour te rassurer, parce que Kiko surveille aussi, c'est le modérateur humain de cette chaîne, sans qui on ne serait pas grand-chose, il me confirme qu'on est plus qu'une personne. Mais individuellement, c'est vrai que si chacun a pris quelque chose de cette soirée avec toi, et moi j'imagine que c'est le cas parce que c'était passionnant, tous les messages vont dans ce sens-là, je ne vous lis pas tous, mais j'ai bien vu ce que vous disiez. Merci beaucoup à toi, René, pour tout ce que tu nous as offert ce soir. Ce sont de beaux cadeaux. Je te souhaite le meilleur dans tous tes projets. Je ne sais pas comment tu fais, en même temps je fais un peu pareil, donc finalement je vois très très bien comment tu fais. Mais donc courage, passe de bons moments en famille aussi pour les fêtes. Merci d'avoir honoré cette chaîne de ta présence. Et puis à bientôt quand il y aura encore plein de choses à se raconter sur d'autres histoires à se raconter. Et puis nous on va se dire bonne nuit, calmement. Merci à toutes celles et à tous ceux qui nous ont suivis et qui nous ont écoutés avec bienveillance. Et j'espère ne pas vous avoir trop ennuyé, mais j'ai fait mon possible pour vous distraire. Voilà.